Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Ici ça va dire les termes en direct de la station thermale, j'espère que vous êtes prêts. Merci pour les applauses. Parce que on va réattaquer dans le scan l'ambiance médiatique autour de Maduro, Venezuela, Trump, comment les médias en parlent. Ça commence à s'affiner un peu plus, on commence à découvrir qui a décidé de ce qu'est comme il se doit la kayfabe américaine, quand d'autres essayent d'avoir des positions un peu plus honnêtes. En tout cas, merci mille fois pour la force que vous donnez tous les jours. Merci. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à balancer des 5 étoiles sur les plateformes où vous écoutez. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur YouTube. Donnez de la force pour que l'algorithme donne à CKR ce qui lui revient, à savoir des vues, étant donné qu'on a 324 000 abonnés, mais qu'on fait des scores d'une chaîne qui en a 8, c'est pas grave, on lâche rien, on continue de se taper, on est ensemble et toujours dans cette quête de la liberté, c'est le plus important. Je vous souhaite la santé et la liberté, vraiment la liberté. Je nous sens comme des esclaves qui tentent de chercher l'affranchissement et on peut l'obtenir justement en étant éclairé, en étant conscient de ce qui se passe et petit à petit en coupant les chaînes qui nous lient à toutes les institutions, toutes les personnes qui nous oppressent. On va lire les réactions un petit peu là. Il y a eu une petite réaction sur l'épisode d'hier. On va commencer avec qui ? On va commencer avec Romain Renault 781 qui dit bonne année les cracks. Bonne année à toi, meilleurs vœux, je les réitère encore, la santé et la liberté. La liberté de pouvoir faire ce que vous voulez, de partir où vous voulez et de ne jamais être contraint de faire quelque chose à cause de quelqu'un d'autre. Sauf vos enfants, commencez pas. Le chant de la tomate, trop heureuse de te revoir, tu m'as manqué. Kulu tamam à tous, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année. Et bah écoute, ma foi, très bonne fin d'année. C'était vraiment cool, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir passer cette fin d'année avec ma chérie Gaëlle sur la West Coast, California Love. Le mec qui mélange tous les trucs. En tout cas, merci pour le message, ça fait trop plaisir. Leila Blouchou qui dit ah CKR, ça m'avait manqué. L'actualité paraît un chouïa plus regardable avec les cracks. Vous m'avez régalé avec Akinator, même moi. Putain, qu'est-ce que j'ai rigolé, putain. L'année 2026 commence très très fort. Va se falloir s'accrocher et rester ensemble. Merci le cas d'être toujours là, même malgré le jet lag. Putain, je me suis levé à 2h du matin. Jusqu'à 4h, j'arrivais pas à dormir. Après, je me suis rendormi. Après, je me suis réveillé. Je sais pas dans quel état je vais être, mais c'est pas grave. Y a Pauline qui dit Kulu tamam, trop content. Kulu tamam à toi. Trop contente de passer une nouvelle année avec vous. Sylvie, et nous aussi, sache-le, c'est nous aussi. Ken Pachi, Khalil qui est là, bienvenue à toi. Lex Shoot, installe-toi. Il y a Sylvie Bergeron qui dit la meilleure année possible à toutes et à tous même, ce qu'il a écrit, très exactement ce qu'elle a écrit. Mes avis qu'il va falloir s'accrocher pour les 360 jours à venir, ça va dépoter et je te comprends. Et enfin, dernier petit message de Oleg Wilfried, honte à Trump et aux Américains pour leur fake pour piller les ressources de leurs dissidents. J'ai pitié pour cet homme qui prétend au Nobel de la paix, qui était triste de ne pas l'avoir. C'est quand même assez dingue, mais nous ne sommes pas dupes ici chez les cracks. On passe tout de suite avec une petite news particulière de HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Ah oui, ce soir l'Algérie joue et demain 2 autres partiels pour Khalil. Et écoute, on va faire en sorte aussi de pas finir trop tard pour que on s'adapte à toi. D'accord. On va regarder une petite vidéo. De quelqu'un qu'on connaît bien chez les cracks. Nul besoin de le mentionner. C'est celui qui m'adore, qui est fan de moi et qui m'envoie des messages d'amour régulièrement. On regarde tout de suite la petite vidéo qu'il a faite parce que j'ai l'impression, c'est un crack qui m'a envoyé ça, c'est Lubiano, qu'on embrasse. J'ai l'impression qu'il parlait de quelqu'un que vous connaissez. Vous racontez que des artistes fuient vos plateaux, même à cette période, et on vous rapporte même des moqueries. Oui, mais bon, c'est de bon ton aujourd'hui de faire des blagues sur moi. C'est presque aujourd'hui un passage obligé si on veut être dans la trend. Voilà. Et puis en plus, quand vous faites une chronique sur moi sur une radio ou sur les réseaux sociaux, là vous faites d'habitude 10 000 vues, vous allez en faire 800 000. Donc ça rapporte. Donc mon petit doigt me dit que quand il parle de 800 000 vues, il fait référence à une vidéo.
à une vidéo qui était sur un compte qui s'appellerait Rendez-vous Kevin Razi. Et on va vérifier. Hein. En tout cas, je crois qu'il est très. Je crois qu'il est très 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 au taquet sur mes chiffres. Donc je suis ravi. Hein. Moi, je ne reproche pas aux gens de se moquer de moi. Je dis simplement que moquez-vous de moi pour mon travail. Dites que je suis un mauvais animateur, un mauvais producteur, un mauvais écrivain. C'est votre droit et c'est ce qui fait la force d'une démocratie. Mais m'attaquer pour ce que je suis, c'est-à-dire un Français juif, ça ne me plaît pas du tout, quoi. D'accord, alors donc on n'est pas concerné parce qu'évidemment on ne l'a jamais attaqué à titre personnel sur sa judéité. Néanmoins, allons checker ce qui fait 800 000 vues avec une vidéo sur lui. Tiens, je me demande, je me demande. On va regarder. On va regarder. Alors, comment je peux voir le nombre de vues que j'ai fait? Tiens. On va vérifier. C'est moqué de toi pour ton travail. Tu vas faire quoi, je te jure? On peut se moquer de toi juste pour toi. Il est écrivain, meilleure blague de l'année. Ouais, il s'est chauffé là. Alors, il parle de gens qui font des 800 000 vues. Ah, et putain! Je crois qu'il parle de nous. Oh! Oh my god! Ça va péter! Voilà. On est visé. On va pas se mentir. Mais, encore une fois, on ne se moque pas, nous, de la personne par rapport à ce qu'il est, mais plutôt par rapport au combat qu'il a décidé de... Et la façon dont il mène ses combats, surtout quand il s'agit d'aller faire la chasse à celles et ceux qui ne pensent pas comme lui. Donc clairement, il parle de nous, hein, en partie, entre guillemets, hein, et Radio Nova, Hakim Omiri, etc. Il suit grave bien les chiffres, force est de constater. Mais c'est vrai qu'il déplore qu'on ne parle pas assez de son boulot. Alors, on va parler de son boulot dans la news HMD. Le 26 décembre 2026, Nikos Aliagas, avec la chanson Secrète, une émission que peut-être certains regardent ou connaissent, a fait 2,89 millions de téléspectateurs, 17% de part de marché sur les 4 ans. Et plus, on va être en mode analyse média. On a aussi Camille Combal qui a fait vendredi dernier 4 millions de téléspectateurs en première partie de soirée, 4,16 millions en deuxième partie de soirée, il était leader. Et on a Bataille Navale, la nouvelle émission avec Arthur, donc nouvelle création d'Arthur, qui le produit et présente. Eh ben, il a fait 1,37 million de téléspectateurs, 7,8% de part de marché sur les 4 ans et plus, et 18% sur la FRDA, les femmes responsables des achats. C'est très trivial, très archaïque comme terme. Je ne fais que le reprendre. Donc, on comprend qu'il se passe quand même peut-être quelque chose sur TF1. C'est que maintenant, quand Arthur est à la tête d'une émission qu'il présente en prime time, eh bien, les chiffres tombent. Assiste-t-on à un boycott de la part de ce qu'il présente? Je sais pas. Mais il y a, semble-t-il, un désamour. Voilà, semble-t-il un désamour. Donc, j'ai envie de dire, voilà, je sais que dans certains messages qu'il m'a envoyés, il me disait que plus personne voulait travailler avec moi, plus personne me regardait, plus personne ne me calculait. Merci pour ton super sticker, Jérôme Genevois. Et je me dis juste que je crois que si ce que tu dis est vrai, je crois que je ne suis pas seul. Apparemment, toi aussi, tu subis ce truc-là et un désamour du public. Et ça, c'est ce qu'on voit de significatif sur les chiffres. Alors, à titre personnel, je considère que les émissions présentées par Arthur posent problème. Elles baissent en qualité, elles sont portées par une personne qui peut faire preuve de violence dans ses propos vis-à-vis des artistes ou des personnalités qui ne partagent pas son avis. Et je trouve ça problématique. J'ai conservé les captures d'écran des messages que j'ai reçus. Si besoin, je les dégainerai à la justice. Mais j'invite les téléspectateurs, notamment celles et ceux qui disposent d'un boîtier médiamétrie, à exercer leur liberté de choix en ne regardant pas ces émissions afin de le
كله تمام. Voilà, afin que... Je mange. Voilà, qu'il mange, merci. Y a pas de problème. Et encore une fois, personne n'est obligé, personne n'est ciblé, personne n'est menacé, c'est un désaccord. Et le désaccord, c'est un droit fondamental, libre à chacun de regarder, libre à chacun de ne pas regarder. Moi, j'incite les personnes qui m'écoutent et qui ont surtout des boîtiers médiamétrie chez eux. C'est le boîtier qui permet de mesurer l'audience en France. Parce que sachez que voilà, si vous n'avez pas ce boîtier chez vous, et alors comment savoir si vous avez ce boîtier? C'est qu'en fait, c'est quand même un boîtier qu'on vous a installé, vous avez signé un contrat, etc. avec médiamétrie. Donc celles et ceux qui l'ont savent très bien qu'ils l'ont. Je vous invite, quand il y a cet individu à la télévision, libre à vous de ne pas regarder l'émission. Voilà. Pour des raisons de qualité et aussi pour des raisons éthiques et morales de désaccord vis-à-vis de sa gestion de ses angoisses ou de sa paranoïa vis-à-vis de toutes les personnes qui ont pu graviter, qui ont pu travailler avec lui, qui ont gravité autour de lui et qui se retrouvent attaquées avec véhémence pour juste prendre des positions publiques qui ne vont pas dans son sens. Voilà. J'espère que le message est passé. Mais en tout cas, on peut dire que dans un sens, c'était quand même une bonne HMD. Allez, on passe tout de suite aux mezzés, les petites news. Les petites news à partager, à partager entre amis. Pour des raisons de bonne santé cérébrale, évidemment. On commence tout de suite avec le petit pédocriminel qui nous parle de ses souvenirs de Noël. C'est assez creepy, c'est assez gênant. C'est news, quoi. C'est évidemment Jean-Marc Morandini qui nous fait sa petite vidéo de Noël. Regardez comment c'est gênant. Et je l'ai vu. Et j'avais envie que vous partagiez la gêne. Pas de raison que je sois le seul, tu vois, à partager cette gêne. C'est parti. Noël, d'abord pour nous, puisque moi je suis du sud de la France, donc c'est un événement qui est important, c'est un événement qui est très familial, ça c'est certain, et c'est une tradition depuis toujours de se retrouver tous en famille pour les fêtes de Noël avec des grandes tables. Je vous rappelle que CNews a décidé de faire tout un truc avec ses animateurs phares pour qu'ils puissent dire qu'est-ce que c'est que Noël pour eux. Évidemment, un pied de nez à celles et ceux qui voulaient plus dire joyeux Noël mais joyeuse fête, parce que eux pensaient que joyeuse fête c'était juste pas une expression qu'on utilise depuis la nuit des temps pour englober le nouvel an et Noël. Non, c'est des gens qui veulent pas dire Noël parce que c'est chrétien, les valeurs chrétiennes, la France, pas bien. Et nous, on va insister pour dire comment Noël, il faut dire Noël tous les jours. Il faut dire joyeux Noël, nuit et jour. Et... Voilà. Également les 13 desserts, ça c'est la tradition provençale, donc il y a une tradition à la fois familiale et une tradition de repas pour Noël. Et je crois que moi, le souvenir qui me vient comme ça quand je réfléchis à mon plus beau Noël, c'est quand j'avais 7 ans. Menteur, c'est quand t'avais 40 ans et que t'es parti en Thaïlande et on t'a amené sur un plateau. Le jour où... Alors là, c'est le meilleur cadeau du monde. Où, avec mes parents, on est allé faire des courses que je pensais être des courses de Noël. Et finalement, on a acheté un chien. Et je rêvais depuis toujours d'avoir un chien. Ça a été mon premier chien. C'était un caniche noir qui s'appelait Sun, d'ailleurs. Et je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans mes Noëls. Et avant, évidemment, de faire ce cadeau que je me suis fait, de faire une série télé sur le football et sur les coulisses d'une équipe de football à 11, mais ils n'étaient que 7. Et bien sûr, l'action se passait que sous les douches. Ça m'a permis de regarder tout un tas de jeunes hommes entre 18 et 22 ans, tout nus, le chibre à l'air pendant des longues minutes. Voilà, merci beaucoup. C'était vraiment quelque chose de formidable pour moi parce que j'en rêvais depuis des années. Ah bah oui, je rêvais de faire cette série et de pouvoir me pignoler sur les rushs tranquillement en faisant croire que j'étais un grand producteur. C'était vraiment bien. J'ai tellement envie de vous montrer la série, mais elle est dégueulasse. Faudrait que je censure les chibres et tout, c'est compliqué. Mais j'ai tellement envie de vous montrer le malaise de cette série. Quand je l'ai montrée à Gaëlle, elle était choquée parce qu'il n'y a pas une seconde où tu vois une once de volonté de raconter autre chose que de montrer des gamins avec leur tub non-stop
pour X raisons, c'est mal écrit, c'est mal amené. Tu sens que la volonté, c'était juste de se rincer l'œil et de se pignoler. Et désolé, je dis le terme parce que j'imagine même pas ce qu'il a dû faire. Il a demandé en plus aux gamins de se masturber pour la plupart quand ils faisaient des essais. Je dis des gamins parce que pour certains, ils étaient vraiment mineurs et d'autres qui étaient à peine majeurs, qui avaient à peine 18 ou 19 ans. Mais la série, quand tu la vois, j'ai vu un épisode, tu dis, ben frère, à quelle heure t'avais une autre intention que celle de satisfaire ton vieil appétit de pervers pédocriminel. Voilà, donc vraiment, j'étais obligé d'en placer une pour ce pédocriminel qui a la chance d'avoir ce privilège de toujours être ultra bien payé et toujours dans les médias, à pouvoir en plus de ça être un médiocre journaliste et faire que de l'opinion, jamais apporter de faits. Bref, il y a rien qui va en fait dans ce personnage, mais il est toujours là, il fait toujours de la télé. Il va être réintégré, je crois, depuis la rentrée là, ou je sais plus, dans les locaux. Enfin bref, à gerber. Oh le bâtard. Il y a le take du showrunner qui dit il est à deux doigts de se déguiser en Père Noël pour s'approcher des enfants. Bon. On enchaîne avec Éric Zemmour qui a dit un truc par rapport à l'Algérie, décidément, hein, il a le seum, c'était sur le média Frontières. Attention mes Algériens, accrochez-vous, on est ensemble. L'Algérie n'est pas une nation. L'Algérie n'a jamais été une nation. Vous savez, un des leaders indépendantistes algériens, Ferhat Abbas, avait dit dans les années 50 j'ai visité tous les cimetières de l'Algérie, je n'ai jamais vu la nation algérienne. Il n'y avait pas de nation algérienne. Cette terre était une terre d'empire. Elle a toujours été conquise par des empires. Elle a été conquise par les Romains, puis par les Arabes, puis par les Espagnols, puis par les Ottomans, puis enfin par les Français. Vous voyez, ça a toujours été conquis par un empire. Et évidemment, ils n'ont pas réussi à se définir à part l'opposition à ces empires. Dernière chose... Il raconte de la merde. Contrairement à ce qu'ils prétendent, cette guerre d'indépendance n'est pas aussi glorieuse qu'ils le disent. Je veux dire par là que il y avait une armée qu'on appelait l'armée des frontières, mais qui est justement restée aux frontières, qui n'a jamais affronté l'armée française. On n'est pas dans le cas de l'Indochine, on n'est pas dans le cas de Dien Bien. Il n'y a pas de Dien Bien Phu algérien. Il n'y a pas de défaite de l'armée française face à une armée algérienne. Il n'y avait que des attentats commis par des terroristes qui tuaient. Ah, c'est pas de la résistance. Des civils dans la rue, qui mettaient des bombes dans des cinémas et qui exécutaient des gens comme ça. C'est incroyable comment il réécrit l'histoire. Hein. C'est incroyable comment il réécrit l'histoire. Et dans ce cas, si je prends son take, c'est-à-dire que donc les Amériques, c'est pas, enfin, les États-Unis, pardon, c'est pas une nation alors. C'est pas une nation, on est d'accord. Au final, qu'est-ce que tu nous dis? Il y était lui apparemment. Non mais je te jure, apparemment il rend ouf, hein, de toujours. Et puis surtout en boucle sur l'Algérie tout le temps. Peut-être que pour toi c'est pas une nation, chacal, mais aujourd'hui l'Algérie est un pays souverain, aux réserves naturelles, en richesse naturelle incroyable et autosuffisant. Donc va te faire foutre en fait. Et je pense qu'ils ont strictement rien à foutre de tes analyses parce que non mais c'est un truc de ouf. Rappelons que les Romains, les Espagnols, les Ottomans et les Français se sont tous fait jeter d'Algérie. Oui. Bref, je voulais juste vous titiller un petit peu avec cette façon qu'il a de tout le temps être en... Si t'as déjà parlé avec un Algérien, tu sais que c'est une nation forte. Bah, j'ai fait même plus que ça. Je suis allé parler à plein d'Algériens pendant un voyage en Algérie. Et c'est un voyage qui a été très très important et très formateur pour à titre personnel et intellectuel et qui a posé les fondements de CKR entre autres. Il n'y a pas de terre française non plus, les conquêtes de territoires qui... Ah mais c'est vrai que Réli, il est un étudiant en histoire, c'est notre gars sûr. Il n'y a pas de terre française non plus, les conquêtes du territoire qui aujourd'hui la France sont nombreuses. Les Francs dont on prend notre nom sont des tribus allemandes. Ah ben merci de le rappeler. L'Algérie, je le rappelle, 7 fois plus grande que la France, très grand pays, le plus grand pays africain depuis que le Soudan a été divisé en deux. On enchaîne avec l'heure des pros génocidaires. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce qu'ils nous ont dit cela? Richard Millet, qui continue ses saillies à n'en plus finir. Regardez ce qu'il dit sur les frères musulmans. Alors là, accrochez-vous. Hein. Toujours ces frères musulmans qui sont très présents dans les bouches des gens qui parlent dans les médias, mais que nous n'avons jamais croisés concrètement dans la vie. Voici ce qu'il a dit, Richard. C'est incroyable. Je sens qu'on va se marrer. Préparez vos oreilles, ça va être très drôle. Écoutez ce qu'il dit concernant les frères musulmans qui ont, semble-t-il, 100 ans d'existence. Et, bref. Elle ne dit rien au fond. Oui, merci. Parce que si on voulait savoir d'où elle parle, il faudrait savoir de quoi elle parle aussi. Quand elle parle des frères musulmans, elle dit rien du tout. Elle dit Monsieur Retailleau fait des amalgames, enfin je ne sais pas ce qu'elle a dit. Instrumentalise. Mais il instrumentalise quoi, Monsieur Retailleau, si tant est qu'il instrumentalise quelque chose? Il a du mal avec ce mot. Hein. Les frères musulmans, on oublie qu'ils vont avoir 100 ans d'existence. Ils ont fourni une légion de SS à Hitler. Ah bon? Les frères musulmans ont fourni une légion de SS à Hitler. Allez, les cracks, au tableau, on ouvre les livres, on ouvre tout. Parce que j'aimerais bien qu'on trouve la source de tout ça. N'est-ce pas? Ils veulent détruire Israël et que, par exemple, le père de Bachar el-Assad avait tenté de les éliminer, comme fera El-Sisi. Donc c'est pas n'importe qui. Pour entrer dans Hama, la ville de Hama en Syrie, et faire 40 000 morts pour tuer les frères musulmans, c'est peut-être pas une bonne politique, mais en tout cas il l'a fait. Ça veut dire que c'est dangereux. Et Madame, j'ai oublié son nom, j'ai même pas retenu. Elle s'appelle Madame Tissin-Jean. Isabelle Tissin. Madame, elle peut penser. D'ailleurs, je précise qu'elle peut venir si elle veut un droit. Bien sûr. Elle vient demain matin sur notre plateau. Moi, j'ai aucun souci. Ah bon? Oui. J'ai aucun souci pour écouter sa parole. Aucun. D'abord, elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas, mais... Elle ne viendra pas, comme toujours, mais j'ai aucun souci. Mais je veux pas qu'on me raconte des salades. Il faudrait faire comme Maître Jacques dans l'Avare, vous savez, quand Harpagon a décidé que le cuisinier... Je pense qu'il confond Sissi et Nasser. Il change sa casquette. Voilà. Ça. Monsieur, c'est à qui vous parlez? À votre cuisinier ou à votre cocher? Là, il change de casquette à chaque fois. Donc, Madame Machin devrait faire la même chose. Oui, alors, ne l'appelez pas Madame Machin, parce qu'appelons-la Madame Tisse-Saint-Jean. Voilà. C'est ouf, hein? C'est ouf, quand même. Donc, les frères musulmans ont fourni des légions. Ils parlent de l'unité SS bosniaque. Ah, intéressant. T'as allé checker parce que c'est quand même assez ouf. Et oui, Hitler s'était conservé, il s'est appelé Abdelf. Non mais je veux bien là, moi, parce que je me dis, ça se trouve il y a un truc qu'on s'est happe. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Vous me dites sur le Discord, vous envoyez des queutrus. Les toutologues spécialistes en rien, mais c'est ça le problème. C'est bien ça le problème. Bientôt, ils vont nous dire que les frères musulmans sont ceux qui ont fait disparaître les dinosaures. À deux doigts. Et il y a quelqu'un sur comment ça s'appelle, Telegram qui dit et les Français. Non mais je te jure, MDR et les Français, c'est Vafouti qui dit ça. Les Français, ils ont fait quoi pendant cette période? Dis-nous tout, parce que c'est quand même assez dingue. Ouais, c'est Muppet Show ce plateau, c'est clair. Charlie, quand Charlie Hebdo bégaye pour justifier ses unes, on adore. Regardez, c'est super, c'est super. Ça aurait pu être un miel. Trouver effectivement quelques couvertures. Ça vous fait marrer, ça? Je suis pas. Non, c'est la gueule des personnages. Ouais. C'est un peu absurde. Mais il y a la gueule des personnages, puis il y a ce que ça dit quand même. Ah. Le personnage de la femme voilée qui dit touchez pas à nos allocs. Mais c'est pas une. C'est les esclaves sexuels de Boko Haram. Oui, mais on parlait pas de les esclaves sexuels de Boko Haram. On ne les situait pas comme des musulmanes. Si tu replaces le truc dans le contexte à l'époque, enfin c'est pas le. Là, c'est quand même vous voyez, c'est quand même ce qu'on. Ah oui, moi j'ai pas du tout la même lecture. Vous voyez quoi? J'ai pas du tout la même lecture. Moi je vois
Oh là là. Pas facile, hein. Pas facile, là, le Scatman, là. Alors moi je me replace dans le contexte parce que aussi il faut se replacer à chaque fois dans le contexte aussi de l'époque. Juste bon, effectivement ce dessin est un peu confus, je crois. Effectivement, en fait, non, finalement, je crois que c'était de la merde, en fait. Attends, parce que... Attends, mais pourquoi on a fait ça? Attends, parce qu'il il doit y avoir un autre truc sur un débat sur les allocations à l'époque qui devait faire écho à ça. Et ça, je sens qu'on a mélangé plusieurs trucs. Y a pas de problème. Ouais, y a pas de problème, laisse tomber. Hein. Ah oui, non, mais ça galère de ouf. Bah oui, parce que vous savez pas ce que vous faites. En fait, vous voulez juste faire de la provocation, mais il y a même plus de fond. Et après, vous dites, ah merde, putain, c'est vrai, j'étais mal à l'aise pour lui, nous dit Salah sur le Telegram. Mais même lui, il trouve pas ça drôle. Mais oui, frère. Oh là 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 là. Non, mais il était ouais, il était MDR au début, puis là, il transpirait. Ah, il transpirait fort, là. Ah bah oui, chacal. Quand on te dit que vous faites de la merde, vous êtes là à dire oui, liberté d'expression, nous on a des gens, ils ont été morts et tout, on n'en remet pas ça en question. Hein. On a tous dit que c'était inadmissible que vous vous fassiez tuer pour des caricatures. En revanche, vous faites de la merde. Ça, je pourrais le dire nuit et jour. Peu importe ce qui s'est passé dans votre histoire. J'aime pas votre ligne éditoriale. Force est de constater que même vous ne la comprenez pas. Iris jaune, pisse purée, c'est dégueu. Non mais vraiment. Vraiment. Oh, on a mélangé le discours FNSS, on s'y retrouve plus. Ouais, il y avait des extasiés au bureau. C'était ça l'autre truc. Je te jure. Parce que non, bah, on a fait un apéro à la base, donc c'est vrai que. Bref. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre avant d'attaquer le sujet principal? Ah, Philippe de Villiers. Oh, Philippe de Villiers. Nouvelle. Rhys a pris la tête de Charlie depuis. Oui, c'est vrai, en plus, ouais. C'est vrai. Oublions pas qu'il est clairement devenu raciste, MDR. Non mais oui, c'est ça le problème. C'est vrai, putain de merde. Nouvelle prise d'otage de l'antenne par Philippe de Villiers avec des tunnels incompressibles. Et là, c'était sur Noël. Et regardez comment ils sont en PLS, ces deux compagnons d'infortune. C'est du petit lait. Si j'avais à raconter un conte de Noël, je dirais ceci sur Noël, sur la crèche. Voilà, il y a le minuit chrétien qui monte dans la nuit, ou douce nuit qu'on entend en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a les bergers qui s'approchent lentement et qui déposent au pied du lit de paille un fromage de brebis, c'est leur cadeau. Et puis, derrière eux, arrivent les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, et qui déposent leur cadeau. L'or, la myrrhe, l'encens. Et puis derrière eux, longtemps après, arrive, depuis la pointe de l'Occident, derrière les mages de l'Orient, d'un autre bout du monde, le marchand de quenouilles, un vieillard avec sa vieille roue qui grince, musique sincère, authentique, du vieux pays profond, et il dépose ses poupées de lin pour envelopper l'enfant qui grelotte. Et puis derrière lui, longtemps après, s'approche une jeune fille sinon vous les gars, tout va bien aux tresses d'or. Il n'y avait pas du houmous. Je viens de faire un micro-sieste sur le fromage de brebis. Le chef inondé de blondeur, elle s'appelle Blandine. Elle sera... Ça veut dire quoi, un arrest? Sainte Blandine, elle s'agenouille, elle vient offrir son martyr. Et puis derrière elle arrive un anachorète, un moine, qui dépose son manteau, sa chlamyde de miséricorde. Il s'appelle Martin de Tours. C'est l'apôtre des Gaules. Cette chlamyde, ça signifie ce que vous aurez fait au plus petit d'entre nous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et derrière arrive un anonyme qui dépose une rosace et les plans d'un vaisseau renversé, c'est l'architecte de Notre-Dame. Et derrière arrive un roi, pieds nus, avec la couronne d'épines. Et devant la... C'est drôle parce que moi j'ai fait du catéchisme quand j'étais petit, l'histoire il l'a raconté plus rapidement normalement. La couronne d'épines et au pied du lit de paille. Qu'il y avait un arabe qui volait
tout le monde. Et c'est ça que je voulais dire. C'était l'immigration. Il fait la promesse, en partant en terre de promission, de troquer sa couronne de puissance contre une couronne de souffrance. Et derrière lui arrive, parlons de souffrance, la Pietà de Michel-Ange. Alors attends, on va tester un truc là en vitesse de lecture, à partir sur du x2. Et Michel-Ange dépose la Pietà. Et derrière lui arrive un musicien qui dépose son orgue, qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Oh Jésus, que ma joie demeure. Et derrière lui arrive un philosophe, Pascal. Joie, pleurs de joie, certitude. Et derrière lui arrive Verlaine, sa romance d'amour sur Noël. Et derrière Verlaine, Marcel Proust. Et toute la littérature. Ils sont là, des centaines, des centaines. Et puis derrière ces poètes, derrière ces écrivains, il y a un homme un peu gêné, avec une moustache. Il passe sa mort en vacances à 7, il est venu là. Il sait pas trop pourquoi, parce qu'il est incrédule, mais malgré... Et salut, chez Lex. J'ai pas les notifs là sur le truc, mais attends. Guitare, et qu'est-ce qu'il dit? Par les 4 horizons, il crucifie le monde. Pour tous ceux dont la chair se déchire ou retombe. Je vous salue Marie. Cette foule d'artistes, de pèlerins, de saints, de héros, d'anonymes, d'humbles, de fracturés, de pauvres entre les pauvres, qui vient devant la crèche. Elle sait, depuis 2000 ans, que cette crèche, avec ce petit enfant qui grelotte entre le bœuf et l'âne, qui le réchauffe, elle sait que cette crèche, elle n'a pas préparé un système, elle n'a pas préparé un royaume, elle n'a pas préparé un empire, elle a fondé une civilisation. Non, c'était nul et long, oh là là, tout ça pour ça. Si j'avais à raconter un... C'était chiant à mourir. Ferme-la, oh là là. Ah ouais, vraiment. Oh là là. Si quelqu'un a compris quelque chose, qu'il le garde pour lui. Oh mon Dieu Seigneur. Oh là là. La musique en fond, on dirait un enterrement. La vie de ma mère. Tout pour pas qu'on soit dedans, quoi. Oh purée de pommes de terre, c'était nul. Oh là là. C'est vraiment le politicien le plus nul de sa génération. Techniquement, tactiquement. Non, vraiment nul. Oh là là. Nulasse, hein. Nul à chiasse. Nul agent. Non, franchement, là, Waouh. Tu peux remettre, j'ai pas suivi. Je viens de me rendre compte que j'arrivais à dormir les yeux ouverts. Non mais c'est ouf, hein. Il est fort, incroyable. Il fait des... Il donne envie, il donne arrêt, nous dit le showrunner. Il fait des tunnels, il fait des hold-up d'antenne, c'est incroyable. Oh là 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 là. Mais ils ont choisi de faire des émissions avec lui. Et d'ailleurs, il y a son frère aussi, qui lui nous fait croire qu'il parle avec les dealers de banlieue. Écoutez, c'est assez drôle. C'est le frère de Philippe de Villiers, qui s'appelle On s'en bat les couilles. L'autorité. Et l'autorité, c'est quoi? C'est la ligne de crête, c'est subtil l'autorité, c'est difficile. C'est la fermeté et l'humanité. Aujourd'hui, il n'y a plus de fermeté. Moi, je vais dans les cités, je vois bien les jeunes, ce qu'ils me disent, les dealers, et avec un carnet de chansons bien rempli. Genre, il va dans les cités. Bonjour, j'aimerais parler aux dealers, là, s'il vous plaît, pour voir les carnets de commandes bien remplis. M'explique. Ils savent très bien que nous sommes faibles. Et il n'y a plus d'humanité, ils ne se sentent plus aimés. Parce que pour intégrer, il faut d'abord aimer. Et c'est ce que nous faisons dans l'armée, c'est ça qui est incroyable. L'institution militaire est exceptionnelle. Ouais, la cité de la Villa Montmorency, quelle cité là? C'est pas un modèle parce que c'est pas transposable en l'état. Donc, faut refaire le service militaire. C'est un laboratoire. Donc, refaisons le service militaire. Bien sûr, la première chose à faire peut-être en France, c'est de refaire un service militaire à l'ancienne. Toujours dans l'autorité, persuadé que ça va changer quelque chose. C'est quand même dingue. Oh là là. À chaque fois que je vais toucher, je parle avec Mouloud. Les choux, on les voit venir à des kilomètres. Son prénom, c'est P. C'est P de Villiers, voilà. Je sais pas c'est quoi. Patrick de Villiers. On n'a pas sa définition de cité non plus, je te jure, Kevin. En vrai, cité, lui, c'est la cité, l'endroit, c'est l'endroit où on vit. Non mais sérieux, franchement, j'adore le mec, il est incroyable. C'est le frère du père Castor, nous dit Daldalou. Ouais, raconte-nous une ou deux histoires. Tout le monde a décidé de raconter son histoire. Oui, c'est la cité au centre gréco-romain, la vie de ma mère. Il parlait de ça là. On a quoi sur le plateau de CNews, ils ont fait un Atalakou à Gims.
c'est Pro qui a fait vraiment oh là là, hommage à Gims, pardon. C'est plus Maître Gims maintenant. Et Elisabeth Lévy qui place un truc sur le racisme systémique. Écoutez, c'est à mourir de rire. Moi, je veux parisienne. Parisienne. Bon, oui. Écoutez, Parisienne. Parisienne. Déjà, c'était creepy là ce qu'il a fait. Purée de pommes de terre, putain. bon, voilà ce que je pouvais dire et je vous demande pas. Vous m'épatez quand même. Vous connaissez toutes les chansons de toutes les générations, vous. Ah ben non, mais là, moins ça, pardonnez-moi, là, je lis les paroles. Je suis pas ironique, vous m'épatez. Oui, mais En tous les cas, ça prouve le racisme systémique de la société française dont on nous rebat les oreilles tout le temps. C'est que vous voyez, je veux dire, tout le monde s'en fiche, en fait. C'est quoi le rapport, Elisabeth Hauteville, là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qui joue le racisme systémique, qu'on nous rabâche. Bon, ben. Là, on vient de passer un noir, il chante, Pascal il aime bien, donc il n'y a pas de racisme systémique. Il à dire que. Ah bah oui, Zidane, comme il a marqué 2 buts en 98, du coup les gens aiment bien les Arabes, il n'y a pas de racisme. Non mais ouais, cousine, tu sais quoi, il est tard. Il est 9h10, tu n'as pas dormi, vas-y, allez hop, va dormir. On n'est pas, ouais, c'est ça, on n'est pas raciste, on vient d'écouter un noir chanter. Merci pour l'analyse de ce qu'est le racisme systémique. On savait pas que c'était aussi simple à débunker. Merci 1000 fois en tout cas. Entre deux remontées d'acide, elle m'a convaincu la vie de ma mère. Et genre, ils sont à la télé, ils prennent des tas là, n'en plus finir chacal. Si vous saviez leur fiche de paie, vous seriez là en train de dire et nous, comment ça, nous, on travaille dur pour gagner 1008, 2000, et eux, ils sont là, ils racontent de la merde. Et ils sont grassement payés. Non, c'est quoi ça? Le game, il est pas juste là, je comprends pas. Abouriac qui dit ça prouve le racisme systémique. Effectivement, à lui, on ne lui donne pas la nationalité française alors qu'il représente la francophonie. Et il y a Georges Clooney à qui on a fait une émission spéciale. C'est vrai qu'on lui a refusé la nationalité française. Leïla qui dit oh, je sens que 2006 va être long. C'est pas systémique, c'est systématique. Shapiro Voice. Ah ouais, on se jure. Qui a imprimé les paroles et pourquoi? Ce moment n'a pas de sens. Faudrait avoir le début, effectivement, peut-être qu'il voulait dire. Et en ce moment, ça cartonne. Et en ce moment, c'était qu'il devait dire. Il y a chanson française est à son paroxysme. Gims, un chanteur né au Congo, ça c'est écrit, c'est pas moi qui fait danser les Françaises et les Français avec sa chanson là. Parisienne, pour prouver encore une fois qu'on peut être au QTF et bien chanter. Voilà, je voulais faire un hommage. C'est Kevin qui dit 2006 au lieu de 2026. Ah, j'ai dit 2006? Je sens que 2026 va être long, oui, pardon. Un troubadour sarrasin, je te jure. Jim, c'est déjà ça. Ah ouais, alors là, séquence raciste dans le club du Figaro, grand journal autrefois, journal autrefois libéral qui fête ses 200 ans. Et là, sous les regards inquiets des animateurs dépassés, un vieux monsieur explique que les musulmans ont débouché le champagne le soir du Bataclan. Il mériterait que, tu vois, tous les mouchoirs de morve que j'ai là actuellement dans la main, il mériterait que je lui étale cela sur le visage. On écoute. Toute la tradition quand même musulmane, c'est que les non-musulmans sont des dhimmis. Sont des gens... Des dhimmis, c'est-à-dire? Les dhimmis sont des protégés. Oui. Des protégés avec des droits inférieurs, etc. Et que toute la tradition musulmane, on est la caste dominante et on est... on peut être gentil éventuellement, enfin plus ou moins avec les autres, mais à condition qu'ils se traînent quand même beaucoup, beaucoup plus bas que nous. Bon. Alors déjà, je ne sais pas d'où il sort ça. Je ne sais pas d'où parce que à quel moment les musulmans ont décidé de se comporter comme s'ils étaient le peuple élu.
Vraiment, là, je ne sais pas. Son take, là, il commence très mal. Et que l'humiliation qu'a représenté la colonisation, qu'a représenté le fait d'être dominé dans les pays-là, c'est quand même une humiliation formidable. Et, par contre... C'est une humiliation formidable, bah merci. C'est une humiliation formidable. Formidable que ces métèques puissent s'en prendre chez eux, voilà, dans la tronche. Contre-coup, on a vu par exemple l'enthousiasme qu'a suscité le 9 septembre dans les banlieues. Le 11 septembre. Le 9 septembre. Cousin, il y a un moment où il faut rentrer à la maison chacun. Là, c'est... Le gars, tu sais, j'étais là le 9 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? C'était les soldes de rentrée, c'était quoi? J'avais rendez-vous chez Speedy, je devais faire une révision de le parallélisme, la voiture, de quoi il parle? Le 9 septembre. J'adore. Le 11 septembre dans les banlieues. Ouais. L'enthousiasme dans lequel on dit enfin, maintenant, c'est nous qui sommes en train de reprendre le dessus. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Pardon? Le 11 septembre, non, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, dans les banlieues, les amis, les musulmans faisaient la fête en disant yes, on reprend le pouvoir. De quelle banlieue tu parles? Je sais pas de quoi il parle. À moins que le 9 septembre, il y avait eu un match de foot où il y avait, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et effectivement, après avoir pris deux buts en première mi-temps, on remonte 3-2. Bon, bah, dans les banlieues, ils étaient contents parce que peut-être qu'ils suivaient, je sais pas. Mais c'est quoi ça? Et j'étais frappé, oui, vous y parliez du tournant de 2016. Quand même, 2016, c'est un an après le Bataclan. Et je pense que le Bataclan a été vécu par beaucoup comme une grande source de fierté, dans lequel voilà, on reprenait notre rôle normal, on reprenait notre rôle de dominant. Et que... Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de qui, en fait? Dans cette réislamisation, si vous voulez, dans cet enthousiasme en quelque sorte, si vous voulez, de retour vraiment à l'islam des fondements, il y a tout un aspect de restitution, de fierté et de voilà lié à. Tu sens que le mec en face, il a eu son petit regard sur le côté en mode frérot, à quel moment je dois le couper là? Parce que je comprends pas. Je crois qu'il dit de la merde. Voilà, lié à un désir et l'impression, si vous voulez, qu'au fond, on est en train de rentrer dans un terrain faible. On voit ce qui se passe dans un certain nombre de banlieues. On voit ce qui s'est passé, je sais pas, au moment de la finale de la Coupe d'Europe des clubs, etc. Si vous voulez. De quoi il parle? De quoi il parle? Des dhimmis. Ce sont des gens... Des dhimmis, c'est-à-dire? Les dhimmis sont des protégés. Ouais. Des protégés avec des droits inférieurs, etc. Et que toute la tradition musulmane, on est la caste dominante et on est... voilà, on peut être gentil éventuellement, enfin, plus ou moins avec les autres, mais à condition qu'ils se traînent quand même beaucoup, beaucoup plus bas que nous. Bon. Et que... l'humiliation qu'a représenté la colonisation, qu'a représenté le fait d'être dominé dans les pays-là, c'est quand même une humiliation formidable. Et, par contre-coup, on a vu par exemple l'enthousiasme qu'a suscité le 9 septembre dans les banlieues. Le 11 septembre. Le 11 septembre dans les banlieues. Ouais. L'enthousiasme dans lequel on dit enfin, maintenant, c'est nous qui sommes en train de reprendre le dessus. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Waouh, je voulais être sûr. En fait, il dit pas champagne. Pourquoi il y avait écrit ça dans l'entête du truc? Mais attends, je vérifie parce que dans le texte du truc... Toute la tradition, quand même musulmane, c'est que les non-musulmans, vous y parliez du tournant de 2016, un an après le Bataclan. Et je pense que le Bataclan a été vécu par beaucoup comme une grande source de fierté, dans lequel voilà, on reprenait notre rôle normal, on reprenait notre rôle de dominant. Et que dans cette... Je te jure, ils sortent les chroniqueurs de la maison de retraite.
Il joue au bridge avec De Villiers d'habitude à cette heure-ci, oui. Dans cette réislamisation, si vous voulez, dans cet enthousiasme en quelque sorte, si vous voulez, de retour vraiment à l'islam des fondements, il y a tout un aspect de restitution. Il dit de la merde en 4K dans le plus grand des calmes, il est coupé par personne. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il y a Daldalou qui dit moi aussi, il me débecque, lui et les autres, à parler des musulmans comme ça. On dirait une meute qui se découvre chaque jour sur les plateaux télé. Punaise, c'est aberrant. Je te jure, à chaque fois que tu crois qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Faut arrêter de filmer la maison de retraite, la vie de ma mère. WLA qui dit on peut saisir l'ARCOM même quand c'est sur Internet et que ça sert jamais à rien. Normalement, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je sais pas qui c'est, cette merde. Mais waouh, sombre merde. Incroyable, sombre merde. Mais on va finir là-dessus les médias. On va attaquer tout de suite. Quoi le scan de Razi, évidemment. C'est parti. Bienvenue dans CKR. Oh oui oui. Au purée de pommes de terre. Ça va péter. Oh oui oui. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR. Sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. En direct de la station thermale. Koulou tamam, koulou tamam. Je mange, y'a pas de problème. Koulou tamam. Au purée de pommes de terre. On invente nos codes, on invente nos mèmes. On invente nos mots comme Rachel Kahn. SO le dôme de fer, SO l'attaque Zoukman. SO Sarah Saltman, depuis qu'elle est de gauche. Pascal Prodil se fait Koulou tamam. J'espère que vous allez bien, les amis. Salut YouTube, bienvenue à vous. On arrive sur la deuxième partie du scan de Razi sur Maduro et le traitement médiatique de son kidnapping par Trump. Et comment, dans les médias, ils en ont parlé avant ça, évidemment. Vous likez, vous mettez votre petit commentaire pour le référencement, ça fait plaisir. Et puis vous partagez, si vous pouvez soutenir, il y a le Tipeee pour donner de la force, pour gagner notre liberté. Ça, c'est le plus important. Moi, d'ailleurs, ce que je vous souhaite en cette année 2026, la santé d'abord et la liberté aussi. La liberté de pouvoir faire ce que vous voulez, de bouger où vous voulez et de ne jamais être contraint par le système de quoi que ce soit. Je nous le souhaite à toutes et à tous. Sur Twitch, il y en a qui suivent. N'hésitez pas à vous abonner, vous réabonner. Il y a une possibilité de le faire très simple pour celles et ceux qui sont déjà abonnés à Amazon Prime. C'est d'avoir un compte Amazon Gaming. Et hop, naturellement, vous pourrez tous les mois donner un sub. Donc, le moyen d'aider un créateur de votre choix. Et d'ailleurs, je vous invite à aider tous les créateurs que vous aimez. On a Shelex qui est là, on a Ribot dans la sauce et Modem, pour ne citer que ces petits chouchous, mais il y en a plein d'autres, aussi le Moicast, et j'en passe et des meilleurs, n'hésitez pas. Alors, on va continuer à parler de la situation au Venezuela, parce qu'il y a un extrait qui tombe de ouf depuis 48 heures, on va commencer par ça d'ailleurs, qui est issu d'une série qui s'appelle Jack Ryan, et ça parle du Venezuela. Écoutez, c'est assez ouf. Une série t'explique la situation au Venezuela. Le Venezuela, quelqu'un? C'est pas la conclusion, mais c'est ultra intéressant. Hein. C'est ultra intéressant. La série s'appelle Jack Ryan. C'est Jack Ryan sur je crois que c'est sur Amazon. Je le trouve pas. J'ai pas compris ton message, Abdan Tib. Mais on continue. Ouais, c'est un truc de ouf en tout cas. Assez. C'est sur Amazon Prime. Si vous voulez aller checker, ça m'a donné envie. Ça, je crois que c'est dans la saison 2. Et c'est du Tom Clancy, comme on peut le voir exactement. Il y a un autre sketch que j'ai regardé. Alors désolé pour celles et ceux qui sont en train d'écouter CKR et qui sont pas fluents en anglais, parce que j'ai pas trouvé de version VF. Il y a pas de sketch de Key and Peele, donc c'est des goats qui ont fait et tous les jours je découvre des nouveaux sketchs. Je pensais les avoir tous vus et tous les jours je découvre de nouveaux sketchs de Key and Peele, alors que ça y est, ils ont arrêté leur activité depuis super longtemps. C'est vous dire à quel point ils étaient prolifiques. Des sketchs chiadés, bien écrits. Et là, c'est un sketch qui en dit long. Si tu vois un représentant américain, peut-être quelqu'un qui joue un représentant américain, un diplomate ou un ministre ou un ambassadeur, je sais pas. Et il est face à deux personnes, donc Key and Peele, qui représentent les intérêts d'un pays africain. Donc là, le gars qui joue l'américain est en visite dans ce pays africain.
Et il leur explique que oui, il pourra pas les aider. C'est très compliqué. L'Amérique peut pas les aider à combattre la faim, à combattre la corruption, les milices armées qui menacent, etc. Ouais, non, l'Amérique elle peut pas se disperser. Tu sais, nous, on peut pas être partout. On n'a pas beaucoup de, nos armées sont affaiblies, machin. Tu sais, enfin, il fait le miskin jusqu'au moment où. Et vous allez voir, c'est à mourir de. Ils ont des sketchs iconiques, hein, le sketch du Dueling Hat avec le chapeau, t'as une tache pistache en mode film. Il y a quoi comme sketch? Alors après, c'est un truc, j'avoue, faut avoir la ref, mais un des sketchs les plus connus, c'était quand ils faisaient les noms des joueurs de football américain là qui se présentent. Enfin bref, il y a trop de sketchs. Mais ils sont magiques, vraiment. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré même pour faire mes sketchs sur YouTube à l'époque. J'étais grand fan. Mais c'est bien résumé, tu vois, le côté ah bah oui, les Américains, il faut vraiment. Ah oui, le sketch dans l'avion, masterclass. Oh là là. Il faut bien être conscient que les Américains partent en guerre uniquement pour leurs intérêts, jamais pour les beaux yeux de la démocratie, pour les belles phrases d'émancipation, etc. Voilà. Ça, c'est cette kayfabe qu'on nous a vendue grâce au soft power américain pendant des années, à travers les médias, où on se disait que bon bah voilà, ils y allaient parce que il fallait aider les peuples. Ils n'en ont strictement rien à foutre. Je vous rappelle que le peuple américain, il est venu en Amérique. Il a défoncé les Indiens. On parle de peut-être 80 à 100 millions d'Indiens morts, génocidés. T'as ça, le pire génocide de l'histoire. Ils en ont rien à foutre. Ils les ont mis dans des réserves. Après, ils ont fait une fête, Thanksgiving. Regardez, on fait la paix. Ils en ont rien à foutre. Ils ont fait ça. Et d'ailleurs, tout le temps, et j'ai une liste longue comme le bras de toutes les ingérences des États-Unis à travers le monde entier, que ce soit au Panama, que ce soit au Congo. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ils font ça tout le temps. L'ingérence, c'est leur lot quotidien. Mettre des gens qui vont servir leurs intérêts, etc. Les gars ont quand même des bases entre 160 et 200 officiellement partout dans le monde. Ça en dit long en vrai. Quand t'as un État qui a des bases partout dans des pays ailleurs. Ça en dit long. Ça en dit long. Les gars ont trusté le game. Et ça, donc on l'a vu qu'avec Yann Peel, c'est super bien résumé. Et ça, c'était l'humour américain. Voici maintenant l'humour français, la satire. Charlie Hebdo, le dessin d'hier. Trump ne t'arrête pas en si bon chemin. Et là, en photo, on peut reconnaître Jean-Luc Mélenchon avec un brassard LFI. Voilà. Là, on se marre bien chez... faut savoir que voilà, Charlie Hebdo, vraiment, si vous voulez ne pas vous marrer, vous savez où aller chercher. Hein. Vraiment, ce journalisme de cours. Oh là là, elle est où la subversion là? Elle est où la subversion, sans déconner? Vraiment, mais ridicule. Ah, on se marre bien avec Charlie Hebdo. Oh là là, quel sombre papier de merde. On continue. Donc voilà, humour français, Charlie Hebdo, toujours pas gaulerie, ça bouge up. Et voici une masterclass, une première, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en aura une autre après. De mon gars Lager, qui a soulevé le vrai du faux façon Fenwick. Gallagher Fenwick, un des journalistes les plus basés dans toutes les questions d'ordre international, qui remet souvent les plateaux en place. Tel un Fenwick, c'est son nom de famille, ça tombe bien. Damien Rieu du RN a fait la même blague, c'est dire oh merde. C'est dire, c'est clair. Remise au point de 4 minutes, montre en main sur le Venezuela et Trump, avec une petite partie qu'on avait déjà montrée hier, mais là on a tout le reste. Le budget militaire annuel des États-Unis, c'est 1000 milliards. Le budget militaire annuel du Venezuela, c'est 4 milliards. Le PIB des États-Unis, c'est 30 000 milliards. Le PIB du Venezuela, c'est 80 milliards. Donc on peut effectivement s'extasier sur la capacité, avec ces moyens écrasants, de venir, en 2 heures, changer de régime, qui n'a pas changé. Il y a cette volonté de scénariser, de mettre en scène ce moment de puissance qui est complètement débridé. Maintenant, si on décentre notre regard et qu'on se met à la place de Vladimir Poutine,
qui rêvait de faire exactement la même chose avec Volodymyr Zelensky. Quel est le message qui est envoyé quand le patron de l'OTAN, Dadi, vient de faire la même chose avec Maduro? Comment est-ce qu'on va dire à Vladimir Poutine de le regarder dans les yeux en lui disant mais qu'est-ce que vous faites avec Zelensky en Ukraine? Qu'est-ce qu'on va dire quand Xi Jinping va essayer de déposer le patron de l'exécutif taïwanais, ou quand Erdogan va agresser un voisin? Donald Trump, il est incohérent dans son rapport, peut-on dire, au dictateur. Il aime pas Maduro, il adore Loukachenko, il adore Vladimir Poutine. Mais il est très cohérent par rapport au fait que la force prime le droit et qu'effectivement, les prédateurs, et en fait partie, peuvent se réserver le droit d'agir avec autant de force qu'ils le veulent où ils le veulent. Et je termine avec une chose, parce que là, on est dans les 5 premières pages de la stratégie de sécurité nationale. L'Europe, c'est la page 25, 26 et la première moitié de la page 27. Et que les Européens se préparent à défendre le Groenland. Ouais. Vous pensez vraiment que Donald Trump, il est obsédé par le respect d'un scrutin présidentiel au Venezuela? Il y a une fausse opposition qui est construite entre la force et le droit. Il y a cette idée dans l'espace européen que le droit n'exclut pas mais encadre et régit l'utilisation de la force. Et quand on sera plus la saveur du jour et qu'on sera plus les plus forts, mais sur quoi se reposera-t-on pour dire vous n'avez pas le droit de faire cela? D'accord, on accepte cela, on met de côté le droit, ce qui veut dire que je ne soutiens pas Zelensky au nom du droit, mais parce que je le trouve plus sympa que Vladimir Poutine. Mais qui on attaque et au nom de quoi? Quels ennemis on se choisit? Et quand ces ennemis viendront nous attaquer hors du cadre du droit, qu'est-ce qu'on fait? Continuer, comme l'a fait Emmanuel Macron dans un message sur X, de chercher à apaiser Dadi en espérant qu'il soit moins méchant avec nous, c'est aiguiser son appétit, c'est se montrer faible face à un prédateur. Pas un mot de la part d'Emmanuel Macron sur le droit international. Emmanuel Macron qui dit « La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2024, puisse assurer au plus vite... » En plus, il a une prononciation en espagnol. Le gars, il est franco-américain, je crois. Hein. Donc en plus, il gère en espagnol, là, cette prononciation. C'est le mec qui relève que les détails claqués. Cette transition, le président américain Donald Trump aime beaucoup ce que vient d'écrire sur les réseaux sociaux d'Elon Musk, notre président. Est-ce que c'est un baiser de la mort ou un compliment? Comment est-ce qu'il va gouverner le Venezuela à 3000 km de distance sans avoir des gars sur place? Comment ça fonctionne? D'autant qu'il a par avance écarté Machado, qui se réjouissait d'une intervention militaire américaine dans son pays. Le problème de la drogue aux États-Unis, c'est le fentanyl. Les précurseurs sont retravaillés au Mexique. Que vient faire le Venezuela là-dedans? Et Donald Trump répond, il a répondu à la conférence de presse. C'est le pétrole, la puissance. Donald Trump, il a pour projet d'expulser 1 million d'immigrés par an. Devinez ce qu'il va faire avec les Vénézuéliens qui sont aux États-Unis. Il va leur dire, vous savez quoi? Vous aviez trouvé l'asile et le refuge aux États-Unis, mais vous venez tous de le perdre parce que j'ai débarrassé à Maduro. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ensuite au Venezuela? On le sait pas, mais lui, il va effectivement. Certains des gens même qui applaudissent là, ça va leur faire tout drôle quand ils vont se retrouver éventuellement dans des vannes de la ICE, les forces des douanes et des frontières, et qui vont être ensuite mises sur des charters direction Caracas. Peut-être qu'il nous dira, vous savez quoi les Français, vous êtes menacés par la Russie. Mais moi je vais vous défendre. Tout ce que je vous demande, c'est de renommer le musée d'Orsay, musée de Trump, de mettre mon nom sur le Louvre, et puis de me verser 50% des revenus que vous tirez des terres rares que vous travaillez. Vous, en France, vous êtes autonomisé par rapport à la Chine. Félicitations, parce que vous utilisez des éoliennes et des matériaux recyclés pour fabriquer vos terres rares. Je veux 50% là-dessus. Incroyable. Gallagher a soulevé ça comme un Fenwick. Gallagher a soulevé ça comme un Fenwick. Ah non, mais ça le fait marrer parce qu'il avait pas d'infos pour contredire. Donc il était là. Masterclass, en vérité, t'as rien à rajouter. C'est factuel. Et mon Gallagher, vous en voulez encore? Oui! Alors c'est parti. Calmez-vous. Je vous balance la deuxième partie. Encore une mon Gallagher Fenwick. Sur le Venezuela et surtout sur Trump encore une fois, qui date cette fois-ci d'hier, parce que ce que je vous ai montré datait d'il y a 2 jours. Et là on va voir ce qui date d'hier, le temps que l'extrait se charge. J'espère que vous allez bien. Un petit son en attendant. Allez. Bienvenue dans CKR. Viktor Orban dit c'est l'une des manifestations du nouveau monde, c'est un nouveau langage et c'est le langage que le monde parlera à l'avenir. Celui de la vulgarité, parce que ce qui provoque une forme de, j'allais dire, tétanie, voire sidération chez certains, c'est cet empilement de couches qui combinent un rapport, j'allais dire, désinhibé à l'emploi d'une force disproportionnée. Le budget militaire annuel des États-Unis, c'est 1 000 milliards de dollars. Celui du Venezuela, c'est 4
milliards de dollars. Donc effectivement, d'un point de vue opératif, c'est très complexe et fort ce que les États-Unis ont fait, mais c'est un peu comme si le PSG venait de mettre 10-0 à une équipe de 7e division. Quand vous avez sur le papier les 11 meilleurs joueurs au monde, on s'attend effectivement à ce que vous l'emportiez de manière assez éclatante, même si ça n'est jamais garanti d'avance, il y a des choses qui peuvent mal se passer. Il y a par ailleurs, et c'est frappant, outre cette force qui donne une domination écrasante, la manière dont Donald Trump l'utilise, qui est assez différente de celle de ses prédécesseurs. Et il faut quand même se dire qu'on a pu penser qu'il était non interventionniste, il y a même des gens qui osaient le terme pacifiste. Il a bombardé la Syrie, le Nigeria, le Venezuela, l'Iran. Et donc il a cette manière d'utiliser cette force pour faire des raids, faire des coups, et la faire revenir, et derrière, ne pas idéologiser tout cela. Être très simple en disant, mais je vais au Venezuela, pas pour la démocratie, pour le pétrole. Il assume. Et j'ai prévenu les majors, par contre je n'ai pas du pétrole, par contre je n'ai pas prévenu le Congrès, parce que ces idiots auraient fuité. Et donc il y a tout ça qui fait qu'il y a une forme de déliquescence qui paraissait... Le 10-0, le PSG est capable de le mettre à l'OM, mais en attendant on a perdu 1-0 à l'aller, frangin, donc on va pas se la raconter. Inquiétante, parce que c'est de la force nimbée d'indécence, et on se dit face à cela, est-ce que nous les polis, nous devons adopter ce comportement. Les faibles, disait tout à l'heure Pierre de Villiers, les faibles. Mais non, nous sommes forts. Être faible, c'est précisément céder à la tentation du mimétisme, qui est de dire, mais regardez ce qu'ils font. Si nous ne faisons pas la même chose, nous allons crever. Alors qu'en réalité, nous faisons partie d'un des derniers précarés qui affirme dans une certaine mesure défendre et représenter le droit. Ça n'exclut pas l'emploi de la force. Ça n'exclut pas la puissance. Nous devons être capables d'un côté de tendre la main poliment, mais avoir l'autre prête à frapper quand nos intérêts sont menacés. On va y revenir parce que le cas peut... Qui va faire quoi, les gars? Je veux bien, mon gars, à la gueule, mais tu crois que Macron va frapper quelque chose? Franchement, il va rien frapper du tout, mon frère. Il va rien frapper du tout. Ousmane Ballon d'Or le même jour. Dieu merci. Dieu merci. Ça nous a sauvé. Personne à Cala la défaite du PSG ce jour-là. Parenthèse fermée sur le foot. Sur CNews, on est le 5 janvier 2026 à ce moment-là et on a choisi son camp concernant le kidnapping de Maduro. Et Pascal Praud interdit déjà Elisabeth Hauteville d'exprimer un avis différent du sien. Écoutez, c'est édifiant. C'est évidemment la chaîne de télé / radio avec Europe 1 qui est censée être représentante de la liberté d'expression. Ouais, je suis frappé par le fait que pour vous, on a le droit d'être pour ou d'être contre. Moi, d'un côté, j'assiste à un western où un méchant est dézingué par les bons, et je suis contente. Mais d'un autre côté, si vous voulez, un méchant est dézingué par les bons. Vous avez vu cette phrase? C'est exactement ce dont je vous parle constamment sur la kayfabe que les États-Unis nous ont imposé dans le débat public, de voir les méchants dézingués par les bons. Parce que toi, tu crois que les Américains, ce sont les bons. Non, ce sont les plus forts. Mais c'est pas les gentils dans l'histoire. Ce sont juste les plus forts. C'est tout. Et c'est dingue de voir comment, à ce niveau-là, on en est encore à recracher le narratif. C'est incroyable. Vraiment, je suis sidéré, quoi. Consciente que demain ça va être très compliqué de dire à la Chine, ah ben non, mais à Taïwan vous on en pas parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais, on ouvrira tout à l'heure les débats. C'est ça que je veux vous dire. On n'a pas le droit d'être partagé. On n'a pas le droit d'être partagé. Et je vais vous dire pourquoi on n'a pas le droit d'être partagé. Parce que c'est le narcotrafic et c'est vos gosses. C'est la cocaïne. N'importe quoi, mais ferme ta gueule, toi aussi, désolé, mais... On n'a pas le droit d'être partagé parce que c'est le narco... on n'a pas le droit d'être partagé parce que c'est le narcotrafic. Je vais vous le dire, c'est le narcotrafic. C'est vos gosses. D'accord? Les Américains font le sale boulot pour défendre vos gosses. C'est quoi le rapport chacal? À moins que ces gosses, ils vivent en Californie et qu'ils sont touchés par... Et quand bien même en plus, la drogue qui touche le plus les États-Unis et qui fait un malheur, c'est le fentanyl. Je sais pas si vous avez vu, j'ai vu un docu là-dessus. Waouh, c'est violent. Mais là, ils mélangent tout. Donc, faut pas dire en permanence qu'on mène une guerre mondiale contre le narcotrafiquant. Et quand un narcotrafiquant est pris, faut pas venir pleurer. Mais Pascal, on peut pas parler de liberté d'expression toute la journée, me dire que sur un événement pareil, on a le droit qu'à une seule position. Non mais totalement, mais c'est franchement c'est cette
extrait et affligeant de voir que t'as le modérateur que je suis qui décide d'un coup de dire non, il n'y a qu'une version acceptable dans l'histoire, basée sur des faits. Encore une fois, même le gouvernement américain n'a pas encore montré les preuves de ce qu'il avance concernant Maduro et ses liens avec les narcotrafiquants. Et quand bien même, il n'y a aucun... et quand bien même ce serait vrai, ce qu'affirme Trump, il n'y a aucun monde où on a le droit d'aller soulever un président dans son pays sans déclarer de guerre, sans autorisation, dans le plus grand des calmes, et se décider de faire justice soi-même. Il va devoir se présenter devant le juge 2 jours après, et on va faire son procès chez moi, dans ma juridiction. Ok. Et ça, c'est normal. Oui, c'est normal. Ah bah chacal, on en a beaucoup alors des gens qu'on va soulever comme ça. Hein. Et vous, le premier État voyou au monde, c'est les États-Unis. Mais à 3000 devant tous les autres États. Devant tous les autres États. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la même avec Trump? J'adorerais. Mais c'est pas possible a priori. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop forts. Et donc qu'est-ce qui rime? Qu'est-ce qui prime dans cette affaire? C'est la loi du plus fort. Tout simplement. Mais Israël, ils seraient pas aussi forts s'il n'y avait pas les États-Unis. Vraiment. C'est pour ça que je n'aimais pas ex aequo avec Israël. Israël, sans les États-Unis, il n'existerait pas, il ne pèserait pas à ce point-là. Il ne se permettrait pas de faire autant de choses diplomatiquement. Il se serait fait kullu tamam depuis très longtemps. C'est ça le truc. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. L'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, nous dit Ask Me, condamné en 2024 à 45 ans de prison pour trafic de drogue, a été gracié par Donald Trump le 1er décembre 2025 et libéré. J'ai entendu ça. Mais oui. Libéré de sa prison en Virginie occidentale le même jour, malgré sa condamnation pour avoir facilité l'importation de plus de 400 tonnes de cocaïne aux États-Unis. Voilà. Elle est où la guerre là aux narcotrafiquants? Elle est où la guerre du narcotrafic, là? Cette hypocrisie. Oh là là là. Ferme tes yeux, imagine ta vie sans les États-Unis et Israël dans ces pays où les hommes politiques sont en treillis, où la liberté d'expression est une conspiration. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc, en fait, heureusement qu'il y a les États-Unis et Israël, parce que sinon, en fait, le monde serait en déliquescence totale, c'est ça? Bon, alors là, putain, reste dans ta kayfabe, chacal. Et vraiment, je te laisse ta place sans oublier, hein, sans me faire prier. Incroyable. Hop. C'est plus du narcotrafic, c'est du narcotragique. Non, mais on parle de la vidéo de Trump sur son réseau social. J'ai pas vu. Ah, la vidéo où il le montre, qu'on a vu hier là. Où on le voit défiler avec les voitures machin ouvertes. Bref, nouvelle kayfabe états-unienne pompée par les médias. Qui vont faire qui est signé Arthur Berda sur BFM, évidemment à charge contre les filles. On regarde ça tout de suite. Les insoumis pas d'accord, pas contents. Antoine Léaumont a réagi en disant que tout était faux dans cet édito, qu'il allait saisir l'Arcom, je crois. Bompard qui a démonté sur 3 points cet édito. Je vous dirai lesquels. On regarde d'abord. On va revenir sur cette crise au Venezuela et vous vouliez nous parler ce matin de l'attitude de la France insoumise. La France insoumise, selon vous, parlait de révolutionnaire à géométrie variable. Expliquez-nous. Bah oui, parce que de Caracas à Téhéran, la nouvelle année a peut-être ouvert une nouvelle ère pour certains peuples opprimés jusqu'ici. Il en va des Iraniens qui ont décidé de défier le régime des mollahs. Aux Vénézuéliens qui viennent d'être libérés de la dictature Maduro, 2 embryons de révolution qui devraient normalement réjouir les droits de l'homiste de tous horizons, mais pas les mélenchonistes qui décidément ne sont jamais à une contradiction près. Non, pour éviter de se mettre à dos la clientèle électorale. Désolé Tom, j'ai pas du tout la ref. J'écoute pas Soprano moi quand même, respecte-moi.
Même si j'adore Soprano humainement. Mais on n'écoute pas ça ici. Durement conquise ces 2 dernières années, à grand renfort de communautarisme, les Insoumis ont décidé de minimiser la révolte perse et de n'y voir qu'un mouvement contre la vie chère. Il faudrait presque se pincer. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont été encore plus loin concernant l'Amérique latine. En bons chavistes qu'ils sont, ils ont cette fois carrément, je cite, exigé la libération et le retour immédiat du dictateur déchu, des termes que jamais Boualem Sansal ne les a entendus prononcer durant l'année qu'il a passée derrière les barreaux en Algérie, là où se trouve Christophe Glaise, dans l'indifférence LFiste qui ne veut surtout pas braquer le régime algérien ni sa très nombreuse diaspora en France. Ouais, mais enfin, attendez quand même, Arthur, l'intervention américaine... Et sa très nombreuse diaspora en France. Comme si, tu sais, les Algériens, ils allaient se braquer... qu'on demande à faire en France, hein, les Algériens qui vivent en France, qui sont français aussi, aller se braquer un parti politique, disons on aimerait la libération de Christophe Glaise. C'est vraiment essentialiser les positions, mais incroyable quoi. C'était l'ancien Wesh Blacko et Soprano Hachem qui je savais pas, désolé. Au Venezuela, c'est quand même fait hors de tout cadre international. C'est vrai, le droit international a été violé et je crois que personne ne dit le contraire et c'est heureux. Mais demande à ta pote Rachel Kahn. Là, t'as l'air de le whipping très rapidement aussi se faire. Dans le nouvel ordre mondial qui se dessine devant nous, il y a 2 façons de voir les choses. On peut, au choix, décider de camper sur des grands principes en continuant de crier des condamnations diplomatiques que personne n'écoute, ou dans un autre registre, de produire des normes écologiques que personne ne respecte. C'est la stratégie adoptée par les Européens jusqu'ici. Et honnêtement, je n'ai pas tellement le sentiment qu'elle ait été couronnée d'un grand succès pour l'instant. Ou bien, on peut... En fait, en gros, lui, il est en train de te dire, au final, on peut se plaindre qu'on respecte pas le droit international, mais bon, ça changera pas grand-chose. Donc, oh là là, ce journalisme de cours, mon Dieu Seigneur Marie-Joseph. Décider de regarder la réalité en face, de lire ou relire L'heure des prédateurs de Giuliano d'Ampoli et d'accepter le rapport de force que nous impose le retour des empires qui est à l'œuvre. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron ce week-end en acceptant enfin de rompre pour la première fois avec le « en même temps » qu'il entrave depuis le début de sa présidence. Ah, donc lui, il est content parce que Macron a décidé de juste louer le fait que Donald Trump ait violé le droit international. Mais c'est qui cette sombre... passionnément grosse merde de Berda, là, je suis choqué. Et en assumant donc une position clairement tranchée. Alors, cela a ulcéré la France insoumise, cela a choqué au Quai d'Orsay, mais cela a permis à la France de retrouver un semblant de voix sur la scène. Mais quoi ? Oh, mais le fils de... Oh là là, comment tu peux dire ça ? Comment tu peux dire... ça a permis à la France de retrouver un semblant de voix, mais oh, le lèche-cul, le tapis de sol, le tapis de salle de bain, ce Arthur Berda, déjà son blaze, il aurait dû nous indiquer que ça allait être médiocre, mais oh là là, s'il se lève, il est sans pantalon, le frère, il est sans pantalon. J'hallucine. Scène internationale, et rien que pour cela, je crois que le président a eu raison, parce qu'aussi vrai que la force sans la justice peut être dangereuse, la justice sans la force est désormais devenue totalement inefficace. Merci Arthur, c'est quand même un changement de cap majeur. Oh là, c'est belliqueux, petit lèche-cul de Macron, j'hallucine. Il avait une demi-molle là quand il a fini sa vieille chronique. Oh, c'est une cuve à pisse, vraiment. Ah ouais, mais rhabille-toi, hein, parce que là c'est gênant, là on t'est à poil, chacal. Oh, j'hallucine. Oh là là, d'une gênant. Cela ne m'étonne pas d'un journaliste du Figaro qui plus est rédacteur adjoint, nous dit Kamel. Ah, je savais pas son background. Féti qui dit, il te raconte toujours l'histoire à moitié. L'Iran, comme le Venezuela, sont sous sanctions américaines, embargo, blacklistés sur les marchés mondiaux. Ils étouffent économiquement, financièrement des pays entiers et s'étonne que certains se révoltent, sachant que c'est le but initial. Mais oui, en plus c'est vrai. En plus, c'est vrai, il y a ces histoires d'embargo dont on parle pas. Non, mais c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Mais alors là, un léchage de huc, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Depuis Alice Bouillaguet,
Oh là 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 là. Donc Bompard lui répond que le kidnapping de Maduro n'a rien à voir avec une révolution populaire, que la France insoumise n'a jamais réduit les mobilisations en Iran à un mouvement exclusivement contre la vie chère, et que tous les dirigeants insoumis ont demandé à de multiples reprises la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Normalement, un journaliste est censé partir des faits, pas de ses fantasmes. D'ailleurs, on va regarder une petite vidéo de Bompard. Mais waouh! Là, j'ai halluciné de cette chronique. Elle était abjecte, cet édito-là. Clacos, abject, c'est incroyable. Oh, ah, il y a des gens qui sont payés pour faire ça en plus. Ah, mon Dieu Seigneur, Marie-Joseph, priez pour nous pauvres pécheurs. Qu'est-ce que c'est que ça? On regarde tout de suite la vidéo de Bompard, c'est parti. Il faut sans doute distinguer le fond et la forme. Mais pour commencer sur le fond, la chute de Nicolas Thomas Soto, là au micro d'Artel, juste voulais dire qu'il était nul à chier, voilà, pour vous planter le décor. Hein. C'est vraiment pas du tout le meilleur journaliste de sa génération, mais c'est le mec qui l'a toujours trouvé du taf. Voilà. Sûrement qu'à la machine à café, il doit être sympa. Maduro est-elle une bonne nouvelle pour le Venezuela et pour la démocratie dans le monde? Ah non, je crois pas qu'on puisse considérer que la chute, parce que c'est pas une chute, c'est-à-dire la capture, le kidnapping d'un président étranger par un autre État soit une bonne nouvelle pour la démocratie dans le monde. Parce que si on commence à considérer que c'est désormais comme ça qu'il faut régler, y compris les questions qui peuvent se poser sur la nature des régimes. Que c'était un dictateur, Maduro. Alors attendez. Alors vous allez devoir me dire que demain, quand le président Trump va vouloir envahir le Groenland, il faudra sans doute justifier aussi sa décision, ou bien quand il menace, comme il l'a fait, la Colombie, le Groenland n'est ou le pas dirigé Mexique par un dictateur. Est-ce que Maduro était un dictateur? Non, mais si vous voulez, je sais que immédiatement vous allez vouloir déplacer la nature de la discussion sur la nature du régime vénézuélien. Mais pardonnez-moi, c'est pas la question qui est posée. Quand même. La question qui est posée, c'est de savoir si on considère acceptable qu'un État puisse aller kidnapper un dirigeant étranger en violation absolue et totale de toutes les règles du droit international. Et si vous l'acceptez, parce que la nature du régime vénézuélien ne vous plaît pas, alors ensuite vous allez ouvrir une boîte de Pandore, et vous l'avez vu vous-même, puisque l'administration américaine... Moi, j'ai pas d'avis sur la nature du régime vénézuélien. Il y a la répression des opposants, les prisonniers politiques, la violation des droits de l'homme, l'organisation de... Mais comme combien d'autres pays, frangin? Les États-Unis en font partie aussi. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que tu fais, chacal? Ils s'en tamponnent du droit international. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on devrait aussi, nous, aller capturer Donald Trump? Incroyable, ça. Donc vous proposez d'enlever le président de l'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, le président du Yémen. Est-ce qu'il était un président légitime? Je crois à Thomas Soto qu'aux yeux des États-Unis, vous êtes une grosse merde, je crois, Thomas Soto. Ça, c'est normalement la phrase qu'il aurait dû sortir. États-Unis, il y a manifestement des régimes qui leur plaisent et des régimes qui leur plaisent pas, et ça dépend pas de la nature plus ou moins démocratique de ces régimes, mais de l'intérêt économique que l'impérialisme américain trouve dans ces différents pays ou de ces différents États. Donc, si vous voulez, Manuel Bompard, qualifier la nature du régime de Maduro ne veut pas dire soutenir Donald Trump et être d'accord avec lui. Qualifier aujourd'hui, dans la situation actuelle et au moment où on est en train de se parler, se concentrer sur la discussion sur la nature du régime vénézuélien et en quelque sorte, conforter la propagande américaine qui vise à rendre légitime une décision qui n'a aucune légitimité. Je suis d'accord avec toi, Anto. Si t'as pas d'avis, en fait, il dit, moi j'ai pas d'avis, mais tu nous le donnes, en fait. C'est le problème que j'ai avec les journalistes de télé qui font semblant d'être neutres, c'est que en fait ils ne le sont jamais, quoi, dans la façon de poser les questions, dans la façon de rire, d'être sarcastique et tout. Envie de dire, Chacal, t'es pas neutre, arrête un peu. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que je pense que tout le monde doit avoir conscience du fait qu'on rentre dans un moment et une période qui est une période extrêmement dangereuse. Si vous commencez à accepter que les États-Unis puissent décider de kidnapper tel ou tel président, alors on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira jamais. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron qui a salué sa chute et qui a dit le peuple vénézuélien ne peut que s'en réjouir. Mais le président de la République, la déclaration du président de la République est honteuse. Elle est en violation absolue avec tout ce qu'ont été les positions
position traditionnelle de la France. Et on se rappelle par exemple de la position qu'avait pris la diplomatie française au moment de la guerre en Irak. Et on peut pas dire qu'on avait beaucoup de sympathie à l'époque pour le régime irakien. Donc vous voyez que la question n'est pas celle-là. Le président de la République devrait condamner l'opération militaire américaine contre le Venezuela. Vous pensez que ça freinerait Donald Trump ? Je pense que le président de la République devrait par exemple rejoindre le front du refus de Trump ont commencé à constituer, vous l'avez peut-être vu, 5 présidents latino-américains rejoints par le gouvernement espagnol qui disent on s'opposera et on doit s'opposer à toute prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Par principe, il faut défendre Nicolas Maduro et la façon dont il a été. Je n'ai pas dit qu'il fallait défendre Nicolas Maduro, j'ai dit qu'il fallait s'opposer. Mais oui, non mais t'as vu Thomas Soto comment il veut trop orienter le fait que vous soutenez Maduro et sa dictature. Donc Chacal, on est en train de te dire que la façon dont il a été enlevé et kidnappé du pouvoir, c'est pas c'est contre le droit international, on peut pas faire ça. Qu'il soit dictateur ou non, on ne peut pas faire ça. C'est le droit international, c'est comme ça. Le droit international, il est comme il est. On peut pas aller parce qu'on décide et décrète qu'il y a une oppression dans un pays ou qu'il y a un dictateur, etc., d'y aller comme ça. Allez hop, on va les dégager. Enfin, en vrai, si, on aurait pu le faire, mais dans ce cas de concert avec tout le monde, est-ce que vous votez pour qu'on y aille, pour qu'on intervienne, etc. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Et là, tu fais l'aveugle, Thomas Soto, alors que tu sais très bien qu'il y a juste une considération économique pour les États-Unis, c'est tout. Le gars, il veut prendre le pétrole, point. Enfin, qu'est-ce que tu nous fais, là ? Elles sont un peu grosses, les ficelles. Arrêtez avec cette kayfabe américaine. On n'est plus dans les années 2000. On a les réseaux sociaux maintenant. On a accès à l'information. Arrêtez avec cette kayfabe que vous nous vendez. On n'est plus dans les années 2000. Les débuts des années 2000, là. Ça y est, c'est fini. Il y a un camp des gentils, il y a un camp des méchants. Les gentils vont intervenir chez les méchants afin de libérer le peuple. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Et là, arrêtez d'essayer de nous le revendre. C'est insupportable. Vraiment. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ils font exprès. Mais oui, ils font exprès. Ils font exprès d'être manichéens comme ça parce que ça les arrange. Ça les arrange. Oh là là. C'est dingue. Et évidemment, parce que dans les médias français actuellement, on est juste des grosses merguez. Eh ben, qui on invite pour avoir son avis et qu'on paye en plus pour ça sur le micro de RMC concernant ce qui se passe au Venezuela. Eh ben, c'est ni Louis Sarkozy, qui, je rappelle, son curriculum vitae. Voilà. Allez, on écoute tout de suite son intervention. Maduro était un narco-dictateur parfaitement illégitime et insupportable. En plus, t'as la voix cassée, Chacal. Ferme ta gueule, tu sais quoi, pose un arrêt. Pose un arrêt le temps que... Hein ? Toi, bon débat, tant mieux pour le Venezuela, tant mieux pour l'Amérique latine et tant mieux pour le monde. Le problème, Apolline, n'est pas là. Le problème, c'est l'après. Hier, un régime est tombé de façon spectaculaire grâce à une brillante opération militaire américaine. Aujourd'hui, l'avenir politique est incertain. Ça vous rappelle quelque chose ? L'Afghanistan, l'Irak ? Avec évidemment cette question, qu'est-ce qu'on fait du droit international ? Alors il dit, et je le dis en le regrettant, enterré à jamais. Il n'y a plus que nous, Européens, à ne pas nous en rendre compte, à penser que nous vivons encore dans un monde régi par ces dictats. Le droit international fut une belle et brève parenthèse de l'histoire humaine dans un monde qui demeure encore et toujours dominé par la force. Qu'est-ce qu'on va dire demain à la Chine si elle veut faire la même chose avec Taïwan ou Poutine avec Volodymyr Zelensky ? Enfin, Apolline, vous raisonnez comme une parfaite européenne à ce que je vois. Les Chinois ne se retiennent pas de capturer le chef d'État taïwanais par crainte du droit international. Ils se retiennent parce qu'ils ont peur de la force américaine. Et Poutine a déjà tenté d'éliminer Zelensky. Ce qui le freine, ce n'est pas les condamnations mielleuses de notre gauche. Ce qui le freine, c'est la résistance des Ukrainiens. Tant que nous, Européens, n'aurons pas compris cela, l'avenir restera dangereux parce que celui qui veut la paix, comme toujours, est celui qui prépare la guerre. Lui, de toute façon, il est super content, il trouve ça génial, hein, évidemment, de réagir avec des grosses couilles. Lui, c'est ça son truc, un masculiniste de bas étage. Pour lui, faire la guerre, c'est trop bien, et d'être le plus fort, c'est génial. Mais je te jure, va faire la guerre, Louis. Va faire la guerre, mange-toi une rafale dans la chetron, là, qu'on en finisse. Va faire la guerre. Ouais, vraiment, va faire la guerre.
Vraiment, voilà, on veut plus voir ta teuté là, sans déconner. Mets-toi en première ligne, au calme, et on serait ravis de te dire que t'as fait partie des gens qui sont morts sur le terrain. On sera là, on dira putain, franchement c'est un vrai gars, il m'a fait fermer ma gueule, franchement bravo. On dira même t'es le meilleur du monde, y a pas de souci. Si ça peut nous permettre de ne plus t'entendre, franchement on le fera sans problème. Donc ce n'est pas un appel au meurtre, je tiens à le rappeler. Je dis simplement s'il adore autant la guerre, qu'il aille au front et qu'il meure pour la patrie comme un grand soldat, voilà. Et que on sera ravis de le big up. Alors on a ça c'est marrant, tiens, d'ailleurs très bon take du showrunner qui dit il est chroniqueur le fils de Sarko, est-ce que ça compte dans son temps de parole pour la mairie de Menton? Excellente question quand la campagne commencera, je pense qu'elle a déjà commencé. Vous saviez qu'il y avait une nouvelle recrue diversité de CNews? Alors je le connaissais pas trop. Apparemment il a fait un passage chez TPMP. Il s'appelle Radouane Kerouac. Ne vous moquez pas de son chantement quand il parle, parce que ça c'est pas gentil. Mais du coup ça rajoute un truc au personnage. On va pas se mentir. Et là évidemment il nous fait sa petite. Ah bah là dès qu'il faut trouver un arabe, les arabes. Là je m'adresse à tous les rebeux cracks qui nous écoutent dans CKR. On est ensemble. Hein. Ils sortent d'où tous ces gens là? Je veux dire. Mobilisez-vous dans la commune. Parce que là il y a une bulle, il y a un trou d'air quelque part dans la commune où il y a un réseau qui s'organise de recruteurs CNews qui vous piquent des gens pour en faire des chroniqueurs ensuite. Donc faites gaffe les gars, resserrez les troupes. Si vous envoyez un sur le bas-côté, ramenez-le dans l'équipe. S'il y en a un qui mange tout seul à la cantine, ramenez-le à table. Parce que là vraiment, ça va pas du tout là. La gauche est toujours plantée, Maduro, Castro, Mao, ils ont toujours été fascinés par des dictateurs. Il faut se demander pourquoi il pleure, puisque Maduro, ça correspond pas totalement au modèle de Trump, au modèle de Mélenchon, pardon. Ouais. Maduro, c'était pas non plus l'homme déconstruit que veulent la France soumise. Maduro était quand même pour la famille, pour l'exploitation des ressources pétrolières. Une fois qu'on a enlevé les points de divergence, regardons les points communs. Le totalitarisme, l'oppression du peuple. Dans les rues aujourd'hui de Cumana, de Caracas. Le point commun avec qui? Avec Mélenchon? De quoi il parle, là, le sauciflard, là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? De Ciudad des Bolivar, le peuple vénézuélien fête le départ de Maduro. Ouais. René Lataupe. Ah, Moumou, il a dit ça, putain, il est trop fort. Oh, le bâtard. Puis les mélenchonistes, eux, le pleurent. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il est déguisé, il s'appelle Louis. Ah, ok, c'est John Wick. Ah, purée. Il n'était pas dans la tech des apostats? Ah, je sais pas. Il s'est lissé les cheveux, mais ça, il s'est gros minet. Il s'est lissé les cheveux. Oh, c'est un PNL, le frère. Il est au DD, là. Vraiment, un lissage tapeur, un lissage brésilien. Excusez-nous. Oh là 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 là, Radouane. Putain, où ils vont les trouver, ces gens-là, sérieux. Merci en tout cas pour d'avoir comparé LFI et Maduro, c'est génial. Je savais pas qu'LFI avait déjà dirigé un pays en plus. Évidemment, faut déjà attention Rachel Kahn, parce que là tu vas peut-être te faire pitié ta place par un débile comme Radouane ou Akinata, hein, fais attention. C'est marrant parce que lors de l'intervention de Trump, il y a Agathe, comment elle s'appelle, Agathe Lompré de France Info, qui a dit regardez comment elle en parle, c'est génial l'intervention. En plus, elle a fait 0 mort, alors que pas du tout. Cette opération, elle rappelle aussi celle au Panama en 1989, Bruno Tertrais. Autre scénario rocambolesque, mais des centaines de morts à l'époque, alors que cette fois, 0 mort. Oui, parce que la manière dont l'armée américaine opère aujourd'hui face à un pays comme le Venezuela est différente, un peu plus moderne, plus efficace que c'était le cas en 1989. 0 mort. C'est génial quand même. Ils sont forts, ces Américains. 0 mort. Attends, on en parle ou pas? Alors Agathe,
C'est con parce que le Libération parle de 40 morts, New York Times 70. Mais sur France Info, ce qui est génial, c'est qu'on s'informe pas en fait. Et sur la même antenne que toi, Chacalette, on a sorti les bonnes informations. Tiens, c'est Jean-Jacques Courliandisky, spécialiste de l'Amérique latine, qui le dit. Nicolas Maduro n'était plus dans son palais présidentiel de Miraflores, ce qui est un bâtiment historique, donc difficile à défendre. Il se trouvait dans un fort militaire protégé apparemment par des policiers ou des militaires cubains. Le ministère de la Défense vénézuélien a reconnu la mort de 32 cubain qui donc était chargé de la protection de Nicolas Maduro, mais manifestement, compte tenu de l'asymétrie des moyens d'un côté à l'autre, la partie militaire américaine était nettement supérieure et a éliminé tout ce qui permettait à Nicolas Maduro de penser qu'il était dans un lieu sûr. Bon, ça pose après d'autres interrogations sur d'éventuelles filtrations venues de l'intérieur. Trahisons, il y en a très souvent. Sur les lieux, sur le dispositif, comment le commando des États-Unis a-t-il pu entrer aussi facilement et se déplacer en connaissant manifestement les lieux. Donc bon, ça, je n'ai pas de réponse. Bah ouais, ça, je n'ai pas de réponse, on se demande, hein. D'ailleurs, pour le coup, on se demande vraiment si c'est du travail de l'inside job, des services secrets américains qui sont connectés avec, qui ont corrompu, arrosé, se connecter avec des gens en inside. Mais ces bandeurs de guerre en rut, je te jure, c'est ignoble à voir, ignoble. Aurore Berger, à votre avis, elle est du quel côté de l'histoire, Aurore Berger? Elle en pense quoi, à ton avis? Aurore Berger, à votre avis? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Que pense Aurore Berger? Alors, Aurore Berger sur le Venezuela et Trump, c'est parti. Je crois que le monde se porte mieux sans Nicolas Maduro. Ah bah oui, je crois évidemment. qu'il n'y a que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour regretter la déchéance d'un dictateur. Ah, alors là, en 6 secondes, mauvais côté de l'histoire, le monde se porte mieux sans Nicolas Maduro. Bah, c'est vrai que là, j'ai appelé à Gaza. Les Gazaouis, ils sont tous super contents. J'ai appelé aussi au Japon. J'ai dit, vous savez que Nicolas Maduro, il est plus là? Ils me dit, ensuite, la France insoumise, évidemment, un petit taquet. Qu'est-ce qu'elle va nous placer derrière? Et c'est super important pour la lutte contre l'antisémitisme. Là, normalement, ce serait son bingo à elle. On va voir. Qui a affamé son propre peuple. Il y a 8 millions de Vénézuéliens qui ont été déplacés. Et au-delà même de ce qui s'est passé au Venezuela, quand on parle du narcotrafic, on parle aussi du Venezuela et de la manière avec laquelle Nicolas Maduro a organisé la déstabilisation d'un certain nombre de nos États. D'un certain nombre de nos États? De nos États, mais t'es qui, toi? T'es la mère du monde? La déstabilisation de certains nombres de nos États. Et les États-Unis n'ont pas organisé la déstabilisation d'un certain nombre de nos États? Je te demande, en fait. Il va falloir quand même arrêter de faire des gobages de chibres américains, de chibres états-uniens dans le plus grand des calmes, sans honte et sans demi-mesure. Genre, à un moment, un peu de dignité, les gars, quoi. Oui, apparemment, on a plusieurs États. Non, mais elle est complètement folle, mais oui. Les Vénézuéliens, pour Aurore, les Vénézuéliens sont les bougnoules de l'Amérique. La vie de ma mère. Oh là là. On l'a montré tout à l'heure, là, Charlie Hebdo. On l'a montré tout à l'heure. Être vague, un vrai métier. Non, mais c'est... En fait, ce qui est dingue, c'est que vous avez vu avant même, quand je vous ai dit Aurore Berger, vous aviez déjà plus ou moins le take qu'elle allait prendre pour parler de ça. Enfin, c'est... Et vous avez vu... on a vu le message de Macron... qui se félicite qu'un dictateur comme Maduro soit parti, soit fait kidnapper. Et je rappelle encore une fois la séquence, je vous l'avais montré hier, mais là je la remets, d'il y a à peine 3 ans, entre Maduro et Macron. Après ces séquences-là,
Je vous rappellerai, moi. Yo lo voy a llamar una vez que Seguro. todo pase Ok. y Está yo le bien. llamo. Te la ¿Ok? paso el número. Está bien. Excelente. Suerte. Merci beaucoup. Bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Suerte. Suerte. Voilà, c'est la famille, merci beaucoup. Tu me rappelles, hein? Ouais, merci beaucoup, c'est la famille. Mais attends, moi j'ai toujours aimé ce que t'as fait. Hein. Franchement, je suis fan, je suis un grand fan. Allez, on va passer maintenant à ceux qui, dans les médias, bon, là, on va faire un petit peu avec Gallagher, qui ont terminé la kayfabe américaine. Je vous enchaîne que du petit miel. C'est parti, on commence sur le plateau de Pascal Praud sur Europe 1. C'est parti, on écoute. Soyons quand même un peu attentifs à ce qu'a été l'attitude de la France. Lorsque nous étions une grande puissance, il y a 20, 30, 40 ans encore, lorsque nous avions un empire, un précaré, comme les Américains, on disait à l'époque, les Américains, ils contrôlent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Nous contrôlions quand même un immense territoire qui s'appelait l'Afrique. Tout à fait. Il y avait 25 pays qui étaient... Et chaque fois qu'un des dirigeants d'un de ces pays nous gênait pour une raison, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons politiques, chaque fois que ce qu'on faisait, on faisait un petit coup d'État militaire et on envoyait le chef d'État en prison et on en mettait un autre. Ça, c'était l'époque où la France était un empire. Aujourd'hui, on va se mettre à reprocher aux autres empires, aux empires 50 ans après, de faire la même chose. C'est pour ça que je trouve, quand on attaque Trump sur cette façon de procéder, il faudrait quand même relire l'histoire contemporaine. Alors, pour lui, il est en train d'un peu justifier le fait qu'on peut pas en vouloir à Trump parce que nous, on l'a déjà fait, mais en même temps, il précise que nous, on l'a déjà fait. Ça, c'est bien. Mais il s'en tartine parce que ça va pas dans son sens. Pro, là, il est pas content, là. Il est pas content parce qu'il y a trop de faits. J'en ai rien à foutre. Moi, de toute façon, je suis pour Trump. On a l'ancien général Michel Yakovlev qui parle aussi de Trump et du fait que Trump parade de façon écœurante avec les voitures ouvertes, machin. Là, vous allez voir. Ici, on a Trump dans l'avion qui fait le beau. Les États-Unis, la première puissance militaire mondiale, ont attaqué la 51e puissance militaire mondiale et ils sont allés chercher le président. Donc là, on a une débauche de moyens, 150 avions, des porte-avions et tout. Ok, good for you, comme on dit en américain. Ok, tant mieux. C'est vide de sens. En revanche, la parade de Maduro, elle est ignoble, elle est écœurante. Elle montre que Trump croit manipuler la communication, mais n'a aucune notion de l'image qu'elle donne de lui dans le reste du monde. Et ça me troue la peau de dire aujourd'hui que je suis d'accord avec le diplomate russe quand il dit c'est ça votre ordre international, l'ambassadeur Nebenzia. Il a raison. Il a tout à fait raison. Ça me fait quand même de la peine de le dire. Mais Vous dites que le Russe a raison de dire ça. Il a raison, mais il a raison fondamentalement. Oui, c'est ça ce que vous appelez l'ordre international. Alors après, on peut dire que les Russes, c'est ce qu'ils font en Ukraine ou qu'ils voulaient faire. D'accord. Mais là, fondamentalement... Je te jure, mon amène, qui dit « Dommage que les généraux ne retrouvent leurs bulls qu'une fois qu'ils sont anciens. La vie de ma mère. » Maduro est un prisonnier de guerre parce que quand on fait un acte de guerre, 150 avions... c'est pas une arrestation, hein. Non. C'est une opération de guerre. Ouais. C'est une opération de guerre. Donc c'est un prisonnier de guerre. Il y a des conventions pour ça, les conventions de Genève que les États-Unis ont signées. On reviendra au... C'est important de le souligner, ça aussi. Voilà, un non-respect des conventions. Arrêtez de fantasmer sur « Ouah, c'est trop bien ce qu'ils ont fait, les Américains, c'est génial ». Je vais vous lire un post de Vivre moins con. Sur le cartel de Los Soles. Los Soles, un cartel qui a été cité concernant Nicolas Maduro en disant que, même s'il est loin d'être un saint, ils le disent, il commence par ça dans la légende du poste, Nicolas Maduro n'est pas à la tête d'un cartel. C'est Phil... Oh, c'est chiant ce truc là quand les gars ils mettent des... ils retweetent, enfin ils repartagent un post, ça apparaît sur le post et ça gêne la lecture du post, voilà je le dis. Phil Gunson, spécialiste du Venezuela, chercheur à l'International Crisis Group. C'est parti, on y va.
Les États-Unis peignent le président du Venezuela, Nicolas Maduro, en baron de la drogue à la tête d'un cartel qui n'existe pas. Dans les années 90, les Vénézuéliens ont inventé une expression pour désigner les militaires corrompus, cartel de Los Soles. Aujourd'hui, l'administration Trump en parle comme d'une organisation de narcotrafic bien réelle dirigée par Nicolas Maduro. En pleine crise entre les deux pays, elle vient de la classer terroriste. United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. Le dernier rapport du département d'État américain sur la lutte contre le narcotrafic ne fait aucune mention du cartel de Los Soles, ni d'un lien entre Maduro et le narcotrafic. Par contre, le Venezuela s'assoit sur la plus grosse réserve de pétrole du monde, voilà, en 2024, on le voit sur ce graphique, devant l'Arabie Saoudite, qui fait office souvent de pays qui en a le plus. En 2023, Donald Trump avait annoncé la couleur. Ici, dans cette vidéo en anglais, il dit « Quand j'ai quitté le pouvoir, le Venezuela était prêt à s'effondrer. On l'aurait envahi, on aurait eu tout ce pétrole. Il aurait été juste à côté de chez nous. » Comment ça se fait qu'on achète le pétrole du Venezuela ? Donc ça en dit long. Il est incompréhensible et irresponsable qu'Emmanuel Macron n'ait pas condamné l'opération américaine qui s'est faite au mépris du droit international. Et l'AFP qui dit 5 gouvernements de gauche en Amérique latine, le Brésil, le Chili, Colombie, Mexique, Uruguay, puis l'Espagne, ont, dans un communiqué commun dimanche, dit rejeter toute tentative de contrôle sur le Venezuela au lendemain de l'opération militaire des États-Unis. Et le matin du 4 janvier 2026, Donald Trump a menacé la nouvelle dirigeante vénézuélienne Delcy Rodriguez si elle refusait de coopérer. On adore les méthodes de cet État qui fait ça pour le bien de la démocratie et du peuple, et a réaffirmé, les États-Unis, toujours, sa volonté de contrôler le Groenland. Dans le plus grand des calmes. Et nous, on leur pompe le dard dans les médias, comme si c'était normal. Et on l'a dernière... Alors, attends. Ah non, ça, on l'a déjà vu, j'allais dire mise au point de Gallagher. Non, dernière vidéo de ce scan, pour vous rappeler, voilà, un peu les faits, et vous rappeler ce que l'on doit suivre, normalement, quand on est un peu sensé. Le GOAT du droit international, Bélir Nabli. Take a seat, non ? Si tu veux savoir mon avis sur un sujet international, je te dirais, moi, c'est comme Bélir Nabli. On écoute tout de suite le grand ref, qui, toujours de façon calme, posée, dit les termes en direct de la station thermale. Vraiment, lui, il est dans l'épicentre des shoot from downtown. On a souligné l'enjeu autour de la qualification des faits, et il y a notamment un élément extrêmement important. C'est que du côté de l'administration Trump, on considère qu'il s'agit de ce qu'on appelle une opération de police. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas d'une guerre, d'un conflit international, et que par conséquent, constitutionnellement, l'accord, le vote préalable du Congrès n'était pas nécessaire. Or là, c'est une source de débat aussi aux États-Unis. Parce que notamment cette question-là, cette qualification de police que représenterait finalement cette opération, ça ne veut pas dire grand-chose du point de vue international. On a eu affaire à une violation de la souveraineté d'un État, le Venezuela, et de ce qu'on appelle un kidnapping, c'est finalement aussi une atteinte aux droits d'une personne, quel que soit son statut d'ailleurs, sur le territoire d'un État souverain. Et tout cela, il faudrait pas d'une certaine manière l'étouffer, parce que ce sont des évidences du point de vue du droit international, et ce sont des questions légitimes du point de vue du droit américain. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même cette puissance du narratif trumpien qui consiste à insinuer de la confusion sur la qualification même des faits. Merci Bélir Nabli, pardon. Ah, à chaque fois je le fais là. Bélir Nabli qui a dit les termes, qui a résumé parfaitement tout ce qu'on disait dans cet épisode. Ne vous laissez pas enfumer par la kayfabe américaine. Et d'ailleurs, kayfabe, ce sera le nom de mon prochain spectacle en solo. Affaire à suivre. On passe tout de suite au No Comment. Le No Comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, moi non plus, vous mettez uniquement des emojis, voilà. Des emojis... Alors allez-y, mettez des emojis si vous m'avez entendu, parce qu'à partir de maintenant, pour l'espace de 3 news, on ne pourra pas communiquer en kidnapping, pas capture, ouais.
On ne pourra pas communiquer autrement que par des emojis. Et moi, je ne pourrai pas parler, à part peut-être lâcher des... Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ah, mais si, c'est vrai. Alors, c'est parti, tout le monde poste son emoji. Ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va. Allez, c'est parti. En France, 20 000 mineurs seraient prostitués selon envoyé spécial. Malgré le cessez-le-feu, des soldats israéliens ont marqué le nouvel an 2026 en tirant au hasard sur des civils à Gaza. Et enfin, le ministre israélien Amichai Chikli, désolé si j'ai écorché la prononciation, a témoigné de ses rencontres avec Marine Le Pen et Jordan Bardella et apporte son soutien officiel au Rassemblement national. Allez, on va finir avec un petit miel parce qu'on en a besoin. C'est parti pour le petit miel. Regardez qui est là. Mani, tu dis bonjour à la commu, tu dis bonjour aux cracks. Miaou. C'est bien. Vous pouvez parler, hein, c'est bon. Il est venu vous dire un petit bonjour. Salut les chiens. Mani le chat, ça faisait longtemps que vous l'avez pas vu. Oh bah il est posé là. Il va faire le miel avec nous. Voilà, comme ça. Il est posé avec nous. Regardez. Voilà, c'est bien. Il vient pour le miel. Exactement. Ah, ça y est, il est en train de... attends, je suis un peu loin là. Je suis en train de le caresser. Là, il a sa petite tétounette là. Trop mimi. Il veut plus bouger. Par contre, on peut pas parler de prostitution chez des mineurs. C'est-à-dire... après, je t'avoue, je t'ai lu le truc comme ça. Mais je veux bien ton explication. Moi, je vais vous préparer le petit miel. Juste si Mani me laisse un peu, voilà, gérer. Attends, Mani, attends. Voilà. Alors. Si, on peut surtout s'ils sont dans un réseau qui les exploite. Bah ouais. Enfin, moi, j'ai pas trop. J'attends que vous m'expliquiez. Le petit miel qu'on va se faire, ils sont pas consentants, ils ne peuvent pas l'être. Ah, c'est par rapport à ça, oui. Par rapport au consentement. Ok, d'accord, je capte. Oh là là! Alors là, le petit miel, il est assez spécial. Ça va être sur Marie Saint-Filtre, qu'on adore ici. Marie Saint-Filtre qui va... Mani, t'es chiant. Hein. Vous voulez écouter Mani? Mani, tu veux te frotter au... Vas-y, on veut t'écouter. On entend ou pas? Il est chiant, mais il est mignon. Non, on n'entend pas. Moment ASMR. Moment ASMR chat. Bon, allez, là, Mani, tu sais, j'ai une commu qui m'attend. Hein, je peux pas non plus... Mani, pas KO. Hop. Allez, c'est parti. On va lire les messages qui ont été laissés... Bon, Mani, là, par contre, tu me... mets-toi là. Voilà, mets-toi là. On va lire les messages qui ont été laissés suite à des achats de billets pour le spectacle de Marie Saint-Filtre. Voilà, tout simplement. Et on va lire un petit peu ce que les gens ont dit, tu vois, tout simplement. On va voir ça. C'est parti. On va lire les petits avis. Ça se trouve, c'était bien. Voyons. Il y a 17 avis. Sur les 17, on est sur le site Tic-Tac. Tic et Tac. Il y a un avis avec 5 étoiles. 5 étoiles, quand même. On peut applaudir. Voilà, bravo. Et on a 17 autres avis avec 1 étoile. Lisons les messages.
Tu vois ? On a bien fait d'insister. C'est parti. On commence avec Alexis. J'ai été voir Marie lors de son spectacle du mois de décembre à l'Accor Arena de Bercy. Affligeant à tout point de vue, de la fausse émotion, des fausses larmes, exploitation du décès de son ami pour se mettre en lumière, 2 heures affreusement longues où le message initial peut mal à voir où elle veut aller. Non, peut être intéressant. Il est en train de lécher le micro, Mani. Et se libérer du carcan du regard de l'autre, mais tout sonne tellement creux, faux et emballé dans du beau papier qu'on a du mal à voir où elle veut aller. Seule bonne nouvelle, elle annonce en fin de spectacle arrêter d'être comédienne et supprimer son contenu. Voilà la seule partie m'ayant donné le sourire. Très très bien. On continue ? Allez, on continue. Mani kidnappe le micro. Mani, il est en train de faire un zouk là, avec un zouk collé serré avec le micro. Non, Mani. Pardon. Voilà, s'il te plaît, merci. Allez, allez, c'est parti. Ouais, 17 antisémites. Un autre message. Allez, le message positif un peu. Marina de Montpellier qui met « Merci Marie ». Spectacle incroyable, du jamais vu, mélange d'humour, d'émotion, rire, pleurs, libérateur, réflexion, on cogite même le lendemain. Une bête de scène, cette nana. Bravo aux danseurs. Voilà, c'est le seul. Évidemment, Marina, on sent que c'est lié, c'est le gros bâtard. Ensuite, on a... Oh, merci pour le raid, le bol d'histoire. Merci beaucoup le bol d'histoire. Vous arrivez à la fin, c'est dommage, mais ça fait plaisir. Tu es en look MAGA. Pas du tout, je suis en look universitaire américain qui attend pour savoir dans quelle équipe il va être drafté. Merci beaucoup pour le raid, merci la famille. Vous arrivez à la fin, on est en train de lire les commentaires des gens qui sont allés voir le spectacle de Marie s'infiltre. Et j'ai mon chat qui est devant le stream deck et qui est en train de lécher la light. Donc je galère un petit peu. Voilà. Mani a 2 doigts de couper la cam. Je te jure, la Mani, il est dans un truc, frérot, là. Il se frotte à tout ce qu'il trouve et il lèche les câbles. Il a une passion câble. Là, il va marcher sur l'écran, sur le clavier. Voilà, je préfère vous le dire. Tu veux descendre ? Ah non, il veut parler. C'est lunaire, ce truc. Voilà, c'est bon. Merci. Allez, on continue. Marie s'inflige, je suis grand fan, j'aime l'humour. D'accord, Marie s'infecte. On a ensuite un autre avis de Lolo qui dit « Décevant, je m'attendais à un spectacle avec du culot et de l'audace. Marie s'empare d'un sujet hyper intéressant mais pas suffisamment développé. On reste en surface. Les moments d'émotion sont effacés par des transitions de chant ou musique qui n'ont aucun intérêt. Ce spectacle est son exutoire mais c'est pas du tout culotté et malheureusement trop dispersé. Très déçu, je suis parti avant la fin. Je n'en pouvais plus des transitions enfantines de son chéri ou des danseurs qui ressemblent à une kermesse. Ça en était gênant. J'apprécie la femme et ce qu'elle paraît être lors des interventions à la télé mais son spectacle ne reflète pas ses propos et il reste trop bien léger pour un sujet aussi vaste. Phil qui dit quelques étincelles mais pas bien écrit. On ne comprend pas bien, décousu, quelques rires forcés autour de moi, soirée médiocre. Putain, il a senti les rires forcés autour de lui. Et Béja Flore qui dit je suis parti au bout de 30 minutes, j'ai trouvé cette personne affligeante, je suis une femme, je suis une militante et je ne me suis reconnu, je n'arrive pas à lire, Mani, en rien dans ses propos. Chère Marie, tu desserres la cause. Allez, un dernier pour la route. Am qui dit « Je mets une étoile à défaut d'en mettre 0. Cette jeune femme profite de sa notoriété pour faire n'importe quoi de son public, revendiquant un message pour se libérer. » J'avoue, j'ai vu des scènes où, tu sais, elle foutait ses jambes autour de la tête de mecs dans le public, alors qu'ils sont avec en plus leurs dames, etc. Bref, et pour le coup, c'est un peu une agression, hein, parce que c'est sans consentement. La meuf, elle arrive, elle te saute dessus, elle fout les jambes. Je trouve ça très, très gênant. Ouais, Mani, j'aurais pas dû le foutre sur la... Attends, Mani, non, pas sur l'écran, s'il te plaît. Voilà. Pas sur l'ordinateur. Je suis en train de lire un truc là, Mani. C'est un truc de ouf. Il veut plus que je fasse cette émission. Vas-y, tu descends ? Allez, vas-y. Ouais. Voulez-vous activer la fonction dictée vocale ? Non, pas du tout. Donc oui.
Je reprends. En réalité, elle a confondu ce qui est de l'ordre de la gêne et ce qui est de l'ordre du respect d'autrui. Spectacle humiliant qui génère de la souffrance dont elle fait une affaire absolument personnelle. Ce spectacle, c'est son kiff à elle. Elle réalise tous ses petits rêves, mais quand on ne s'ennuie pas sur des longueurs, on est juste extrêmement mal à l'aise de voir combien elle instrumentalise son public jusqu'à le piétiner pour en faire des êtres ridicules. Elle se présente comme thérapeute, mais n'en a aucune qualité ni compétence. Waouh. Nous ne sommes pas venus pour subir ces vécus torturés parce qu'il arrive que dans le public. Certains soient bien dans leur vie et n'aient pas besoin de toute cette violence affichée pendant 2 heures. En somme, je n'ai jamais rien vu d'aussi médiocre et révoltant. Je suis parti avant la fin, non pas seulement par ennui, mais par désaccord avec ce à quoi j'étais soumise. Waouh. Et ben ma foi, on va s'arrêter là. Mani bosse pour l'Arcom. Ouais, je suis jaloux, j'avoue, je suis jaloux. Je vais vous laisser avec Mani qui me casse les pieds là à me faire faire des câlins, mais je sais qu'il va commencer à vouloir me griffer pour sortir. Enfin, pas me griffer, mais tu sais, de me sauter sur les jambes en me disant allez, viens, on sort, on fait un truc. Il neige dehors, Mani. Il neige dehors. Ça sert à rien. En tout cas, merci mille fois. Merci mille fois d'être venu voir CKR et on se capte demain, même jour, même heure, même porte. En tout cas, c'était un plaisir de papoter avec vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous si vous prenez la route et qu'il neige à côté de chez vous parce que ça glisse quand même pas mal. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Bah demain quoi. Enfin très très vite, c'est demain quoi.